Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Studio 7, le 4e si je ne me trompe pas. Donc après la victoire de Louis dans ce 3e épisode, sa première victoire. Bon, évidemment je reste sur mon trône parce que je suis quand même devant avec 2 victoires. Mais comment tu vis cette première victoire, Louis ? Ah, c'est merveilleux. Ah ouais, je te comprends tellement, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et je vous comprends aussi de ce que c'est de perdre finalement. Et ouais, t'es nul. Et oui, mais ça va changer. Je vais vite me réhabituer à la victoire, ne vous inquiétez pas. Alors, nouvel épisode, nouveau thème. Le thème de cet épisode, c'est l'animation, les films d'animation. Donc, on va en discuter tranquillement. On a chacun un film à proposer. Frigo va devoir aller regarder et juger. Finalement, c'est un peu comme d'habitude. Ouais, je crois. Alors, on va commencer par déjà vous donner un petit peu les réseaux si vous voulez nous retrouver avant que l'épisode commence. Alors, pour le podcast, on est sur Twitter et Instagram. Vous pouvez nous retrouver à l'adresse Studio7pod sur les deux et sur Letterboxd Studio 7, donc sans espace entre Studio et le 7, où vous pouvez retrouver les listes d'ailleurs auxquelles vous participez. Vous avez été pas mal à participer pour la dernière, donc celle sur les histoires vraies, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, si vous cherchez un film à voir sur le thème des films tirés de faits réels, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, c'est toujours cool. Et puis écoutez, je crois que pour le podcast c'est tout. On va peut-être faire le tour. Frigo, comment tu vas ? Bah écoute, ça va et toi ? Ouais, ça va. Ouais. Alors, ces derniers films là, t'as kiffé un peu plus que d'autres ? Ouais, en vrai, ouais. C'était compliqué d'arriver à trouver un gagnant, parce que entre Hunger et Bruno Redal, c'était quand même vachement compliqué. Mm-hmm. Et disons que tout ce qui se tourne autour du son sur Hunger est vraiment, m'a plus touché du coup, ce qui je pense logique. Et c'est, je pense, une des seules choses qui a pu me faire départager entre les deux films, hormis le plan séquence de 15 minutes, qui relève quand même un jeu d'acteur de fou. Mais voilà, quoi. Ok. Après ton film, j'en parlerai pas. Ouais, je sais que t'as pas aimé, ça arrive. Tu peux pas toujours taper juste. C'est vrai. Tu veux donner tes réseaux ? Ouais, du coup, on peut me retrouver sur Twitter à @frigobeats, avec un S à Beats. Et sur Instagram, @al_sim, SIIM. De plus en plus vite. Et vraiment de plus en plus efficace. Je suis Flash McQueen. C'est vrai. On a aussi Pauline autour de la table. Comment tu vas, Pauline ? Bah écoute, ça va mal. J'en suis à 3 défaites. Ça devient compliqué. Mais j'espère connaître la même sensation que vous très bientôt. 3 défaites, ça va encore. Hein. Ça va. 3 épisodes, on est 3. Ça va, c'est que le début. Après, ça va, c'est pas 3-0 forfait, c'est ok. Ouais, en plus. Ouais. Je pense que tu vois, à partir de 5 défaites, je commencerai à vraiment m'inquiéter, peut-être me retirer un peu. Prendre un petite pause, quoi. Voilà, une mise au vert. Ouais. Enfin bon. Non, mais sinon, ça va très bien. Plein de projets pour l'asso, pour le podcast, qu'on vous dévoilera en temps et en heure. Donc, ça fait plaisir. Ouais, on reparlera de l'association à la fin du podcast, comme d'habitude. Et puis autour de la table, notre gagnant de l'épisode 3. Et c'est quoi tes réseaux, Pauline ? Ah oui, c'est vrai, bien sûr, mes réseaux. Sur Twitter, c'est @polynôme avec un tiret du 8 à la fin, où vous pouvez suivre mes nombreux dramas, apparemment, puisque je suis étiquetée. Et sur Instagram, Pauline-8, Janon, avec 2 N. Enfin, 3 même. Mais J-A-2-N-O-N. Ah oui, parce qu'il y en a un dans Pauline. Je disais, mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Ah non. Dans c'est pas grave. Dans Janon, il y a 3 N. Bah, dans Pauline aussi. Bah, du coup, en tout, il y en a 4. Dinguerie. Incroyable. Wow, c'est incroyable, ça. Et donc, notre gagnant cette fois-ci, Louis, comment tu vas ? Bah, ça va super bien. Je suis très heureux d'avoir gagné, déjà, mais d'enregistrer aussi ce nouvel épisode. Bah, ça fait plaisir. Tu veux nous donner tes réseaux ? Ouais, vous pouvez me retrouver sur Twitter et Instagram sous le nom de @loulou-8macduck. Bah écoutez, maintenant que tout le monde est présenté. Et toi, Deka, comment tu vas ? Ah oui, purée, mais aujourd'hui, je suis à côté. Heureusement que je suis là pour présenter, en fait, au final. C'est ça. Personne pense à toi. Il te fait tout le temps la passe, en fait. Là, c'est ça. Je m'oublie, finalement. Derrière tant de talent qui est à côté de moi. Voilà, c'est magnifique. Bon, bah moi, Deka24_ sur Twitter. Et c'est tout. Et DK24 sur Letterboxd. En fait, j'avais dit DK24 au dernier, mais non, je crois que c'est que DK24.
Enfin Ça bon, va changer à chaque on épisode. n'y arrivera absolument jamais. C'est un jeu de piste. Non, c'est des K24. K24. C'est des K24, Ok, c'est let's go. sûr. Mais donc du coup, et oui, moi ça va, bon, bah voilà, hein, pour une fois j'ai perdu. Et ouais, Mais, fallait que ça arrive. mais bon, tu sais quoi, je le savais un peu avant parce que c'est un film C'est que j'avais vrai. envie de proposer, mais je savais qu'il y avait quand même peu de chances de gagner. C'est vrai. Je pensais pas que tu l'aimerais si peu, mais c'est pas grave. Écoute, c'est comme ça. Ouais, écoute, on peut pas toujours réussir. Exactement. Cette fois-ci, tout le monde est présenté, je Oui. crois. Hein. Donc Oui, on oui. peut passer du coup au film d'animation. Mm. Bon, et ben qui a envie de commencer à dire quelques mots sur. Bah, moi, je voulais dire un petit truc. Déjà, je suis absolument pas experte en cinéma d'animation. Donc, je pourrais pas vous faire l'histoire de l'animation ou vous citer des trucs hyper pointus. Mais en fait, ce que je trouve dommage, c'est que on catégorise l'animation comme un genre à part. En mode, l'animation, c'est un genre comme la romance c'en est un, tu vois. Alors qu'en fait, l'animation, c'est plutôt une technique au sein de laquelle tu peux trouver tous les genres. Un médium. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est une autre façon de faire du cinéma, en fait. Mais au final, tu as de l'animation d'horreur, de l'animation comique, des comédies romantiques, romances, drames. Il y a de même tout. des documentaires en animation. Oui, c'est vrai. Genre Valse avec Bachir, exactement. Flea aussi, Super bien d'ailleurs. qui est sorti récemment, qui est super cool. Ouais. Flea, Ok, je sais pas si ça te parle. pas du tout. Bah, c'est super bien. Ok. Et du coup, je trouve qu'il y a un peu un manque de reconnaissance de l'animation au sein du monde du cinéma, dont d'ailleurs les animateurs se plaignent souvent. C'est-à-dire qu'en gros, c'est ok, eux ils font leur dessin de leur côté, tu vois, on résume tout ce qui peut être fait dans l'animation par cinéma d'animation. Alors que déjà il y a différentes techniques, mais ça je pense qu'on en parlera plus tard. Tu peux avoir tous les genres, tu peux avoir comme pour la prise de vue réelle des formats courts, des formats longs. Et donc je trouve que c'est bien d'en parler et de remettre au centre le fait que vraiment comme tu as dit, c'est un médium, c'est de la technique, l'animation, mais que ça permet de faire autant de choses, si ce n'est plus que de la prise de vue réelle, quoi. Et moi, je rebondis un peu sur ce que tu dis. L'animation aussi, on le catégorise comme quelque chose d'enfantin, pour enfants, alors que bah non, et ça colle avec ce que tu dis, il y a tellement de genres dans le cinéma d'animation que ça peut coller à un public enfant comme un public adulte. Donc faut arrêter aussi de catégoriser vraiment l'animation comme ça. C'est quelque chose de plus important dans le monde du cinéma. Et c'est même, peut-être que sans l'animation, le cinéma n'existerait pas. Parce que historiquement parlant, les débuts du cinéma, j'en avais parlé un petit peu dans notre épisode sur le sport, les études de mouvement qu'on a pu faire, notamment au travers des travaux de Joseph Plateau et aussi de toutes les inventions qui ont suivi, comme le zoetrope et tout. On étudie le mouvement à travers des dessins qu'on va animer. Donc, dessins animés, tout simplement. Donc voilà. Après, je pense aussi que tout ce qui est... Après, sur les dernières années, Disney, Pixar et tout, ils ont été tellement prédominants que c'est devenu un peu le truc d'enfant. Ouais, il y a eu ça aussi. Et pourtant... Mais, ouais. Je veux dire, Pixar, pour le coup, dans les films qui sont cités comme qui peuvent parler autant aux enfants qu'aux adultes, Pixar, ça se pose là quand même. C'est ça, Pixar Oui. tombe là, et il y a certains Disney qui sont quand même beaucoup plus adultes qu'enfants. Quoi. Mais après, je pense que Pixar, c'est tellement connu justement que quand tu penses cinéma d'animation, tu penses tout de suite à ce genre de choses. Et peut-être que, je dis pas que c'est de leur faute, parce qu'il y a des choses très bien effectivement chez Pixar, mais ça invisibilise un peu le fait que l'animation, c'est pas que ça. L'animation, ça peut être du stop motion, ça peut être plein de choses, mais auxquelles on va pas penser de prime abord, parce que tu penses animation, tu penses à Toy Story ou aux choses comme ça très très connues. En plus, aujourd'hui, l'animation 3D a énormément pris le pas, même chez Disney, qui à la base faisait de l'animation classique, traditionnelle, en 2D. Maintenant, ils font que des films en 3D, ce que je trouve un peu dommage. Même si j'aime beaucoup certains de leurs films encore, je trouve ça dommage qu'ils fassent que de la 3D, moi. La 3D, ça prend un peu le pas quasiment partout. Hein. Ouais, tu regardes des dessins animés genre de notre époque ou quoi. Ouais, aujourd'hui tout est fait en 3D. Ouais, mais je trouve ça dommage. Tu vois, je trouve qu'il y a certains dessins animés, de films d'animation, ou même des cours qui sont plus logiques, qui soient faits pas en 3D en fait. Ouais, puis c'est un attachement aussi. Aussi peut-être. À l'habitude, par exemple,
le film Snoopy qui est sorti en 2015. Enfin, Peanuts, je sais plus le nom exact. Peanuts the Movie, ouais. Ouais, c'est un truc comme ça. Ouais. Snoopy, c'est, en tout cas dans ma tête, je vois vraiment les anciens dessins en 2D de Snoopy, un peu fait presque à l'arrache, on dirait, tu sais. Et de les voir en 3D, ça fait trop bizarre, quoi. Et je dis pas que le travail en 3D est pas bien, mais tu perds un peu de. Enfin, il y a un peu comme une uniformité quand même qui se fait. Ouais, mais est-ce que c'est pas les lunettes de la nostalgie au final? Non, Snoopy, c'est trop bien. Ouais, mais je veux dire, tu vois, autant je sais que tout ce qui est 3D, j'ai beaucoup de mal, mais est-ce qu'au final, c'est pas juste les lunettes de la nostalgie, ce qu'on est là, genre, ouais, la 2D, c'était mieux. Tu vois ce que je veux dire? Oui et non, parce que tu vois, moi, j'adore Pixar, et Pixar a commencé avec de l'animation 3D. J'aime beaucoup les Shrek, et Shrek, c'est de l'animation 3D aussi. C'est pas DreamWorks, Shrek? Si, c'est DreamWorks. Et en fait, c'est différent. Je pense que ça vient aussi du fait que nous, on a été habitués, par exemple, pour reprendre l'exemple de Disney, qui ont fait des dessins animés en 2D. On les a connus comme ça, puis ils sont amenés à la 3D avec Réponse, puis ce qui est très bien d'ailleurs. Hein. La 3D est excellente. Mais, et ensuite les suivants. Mais il y a certaines histoires, peut-être chez Disney même, qui sont faites aussi pour de la 2D, pour encore de l'animation traditionnelle. Alors que Pixar, ils ont commencé comme ça. Donc Pixar, maintenant, c'est leur marque de fabrique. Et en plus, ça a été les premiers. Donc c'est... il y a à la fois la lunette de la nostalgie et parfois, tu te dis, il faut trouver, je pense, la bonne technique d'animation pour le bon film. Ouais, c'est vrai. Ouais, et en fait, c'est un problème qui revient souvent, mais c'est du coup, quand on va faire la 3D, c'est dans quel but, en fait? Est-ce qu'on va faire la 3D parce que finalement, ça coûte moins cher et que c'est plus facile et ça prend moins de temps, tu vas payer moins de personnes et voilà. Ou est-ce que c'est vraiment une volonté artistique, etc. quoi. Et si tu fais passer la volonté artistique derrière le fait de juste faire un truc plus rapide, plus simple et moins cher, ça a plus trop intérêt. Après, évidemment, des fois, ça peut se comprendre, mais c'est dommage, quoi. Après, je pense que c'est quand même le problème monétaire, il est quand même passé devant maintenant que l'artistique, tu vois. Surtout sur les gros studios comme ça, c'est sûr. que ce soit Disney. Mais c'est sûr que tu soulèves une question intéressante avec, on a dit qu'il y avait beaucoup de techniques différentes d'animation. C'est qu'est-ce que tu veux dire avec telle technique? Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a quelque chose qui commence un peu à revenir, ou alors qu'on voit de temps en temps, c'est des films hybrides, entre prise de vue réelle et animation. Et je trouve ça très intéressant d'essayer de comprendre pourquoi ces séquences-là ont été faites en animation, qu'est-ce qui est représenté plutôt sous forme animée, plutôt sous forme de prise de vue réelle. Et ça montre que ça permet de faire d'autres choses, quoi. Tu parles pas des films Looney Tunes ou de Roger Rabbit quand tu parles de ça? Là, je parlais récemment, je pense à Tout le monde aime Jeanne, qui est fait par Céline Deveau, qui à la base est issue de l'animation, et qui du coup, en gros, utilise l'animation pour représenter le personnage qui vit dans la tête du personnage principal. Et à Coma de Bertrand Bonello, sur lequel on a bossé évidemment, mais je dis pas ça pour faire sa promo c'est vrai, t'as raison. gratuite. Il mêle même plusieurs techniques d'animation à la prise de vue réelle. Donc il y a du stop motion et de l'animation faite à la main en 2D dessin. Et à chaque fois, c'est pour représenter un univers différent. Donc Et ça, je trouve ça super intéressant. Ça montre à quel point le cinéma d'animation aussi arrive à être un vrai cinéma, mais qu'il soit accepté par d'autres, surtout comme vraiment du cinéma. Et tu parlais de Roger Rabbit, le mélange justement cartoon et live action que Robert Zemeckis fait, c'est ça. Ils acceptent l'animation. L'animation va se mélanger à notre monde, parce que ça y est, on l'accepte enfin comme du cinéma dans ce monde-là. Mais est-ce que du coup, tu considères qu'un film comme Roger Rabbit ou les Looney Tunes, c'est un film d'animation du coup? C'est compliqué. C'est un hybride. C'est un hybride, c'est compliqué. C'est pas un film d'animation, mais c'est un film qui contient l'animation. Et après, je sais pas si je suis d'accord avec ce que tu dis. Enfin, je comprends l'idée, mais ça fait un peu du genre, du coup, vu qu'on accepte de mettre un peu d'animation dans nos films à nous, c'est aussi du cinéma, tu vois, c'est genre en mode, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est un peu du coup l'impression que ça donne, tu sais, en mode, comme on vous prend et qu'on met quelques plans en animation, vous avez vu, vous êtes vraiment du cinéma maintenant que vous arrivez à rentrer un peu dans la cour des grands, tu vois. Non, pour moi, c'est surtout reflet du fait que, comme on a dit, en fait, l'animation n'a pas à être un genre à part, parce que l'animation, c'est un médium pour raconter des choses qui n'existent pas que dans le cinéma d'animation de son côté, quoi. Ah ouais, non, mais complètement. Mais voilà, mais c'est pour chipoter parce que je savais bien que je vois sur le fond, voilà. J'avais une petite question parce que on a choisi du coup 3 films, mais je suis pas sûr qu'on ait choisi nos films d'animation préférés.
pour le coup. Non. Donc c'est quoi Non. Bah, moi non plus. C'est quoi votre film d'animation préféré? C'est une question très Pauline, dure, tu ça. sais Bah, oui, Moi, je me prends dirais un revers Perfect comme Blue ça. en vrai. Ah ouais. Réponse facile, mais Mhm. honnête, de Satoshi Kon. Et toi là, Moi, j'en ai tellement qui me viennent en tête là. Moi, il y aurait Shrek 2, Monstres et compagnie. Alors. J'aime beaucoup. Pardon, mais tu préfères Shrek 2 à Shrek 1? Grand Ouais. débat. Ouais. Ok, moi je suis plus team Shrek 1. Ouais, mais Ah, Shrek, Shrek 2, c'est un. Shrek Ouais, je suis 2, d'accord. Shrek 2 contient la meilleure vanne de tous les Shrek. Donc bon, C'est laquelle? Lequel? c'est celle. Ils font la parodie d'une émission américaine qui s'appelle Cops, et du coup qui s'appelle Knight, donc chevalier. Et c'est au moment où Shrek se fait arrêter par les policiers et tout. Ils font bavure policière. Et voilà, l'herbe ils à font chaque, bavure ça dure- ouais, c'est policière. incroyable. Ouais, je suis d'accord. Ils trouvent un pochon d'herbe sur le chapeauté qui les insulte de chien de capitalisme. Moi, ça me tue de rire. Non, je suis d'accord, mais de toute façon, je crois que les deux, je les aime vraiment beaucoup. Mais le 1, j'ai plus de nostalgie Ouais, avec le bah, 1 avec parce que la- je pense je que j'ai plus vu. Et la scène où il sort de ses toilettes avec la musique. Ah, mais... Ah bah oui, Ouais, c'est vrai que c'est tellement culte. mythique que C'est je suis obligé de culte. prendre celui-là. D'ailleurs, quoi. si vous voulez regarder un truc très drôle, il y a un film sur YouTube qui s'appelle Shrek Retold, et où en fait c'est une bande de vidéastes, je crois que c'est surtout des Américains, je me demande s'il n'y a pas d'autres gens un peu du monde entier, qui en fait ont découpé Shrek le premier, et ils se sont donné chacun, j'en sais rien, on va dire 10 minutes, ou même 5 minutes, et en fait ils refont chacun des séquences de Shrek en animant à leur manière, ou alors même il y en a parfois c'est de la prise de vue réelle, enfin voilà, et du coup ils refont Shrek mais de manière totalement revisitée, même les musiques elles sont revisitées et tout, en truc collaboratif, et c'est hyper drôle et c'est hyper inventif, et c'est sur YouTube gratuitement. Ouais, c'est grave cool. C'est cool, ça. Ouais. Du coup, j'avais Et- coupé Louis. Vas-y, tu peux reprendre Ouais. sur ton film d'animation préféré. Qu'est-ce que j'aurais aimé citer d'autre? Mon voisin Totoro, que vraiment j'aime beaucoup. C'est pas mon Ghibli préféré, je crois que c'est Porco Rosso, mon préféré. Et il faut que je cite quand même Le Roi et l'Oiseau, parce Ouais. qu'on le cite pas assez souvent quand on parle de film d'animation, alors que c'est un grand film d'animation. Il est Français. français, Mhm. de Paul Grimaud. Et que sans lui, il y a des tas de films d'animation qui n'existeraient pas, notamment Le Géant de Fer de Brad Bird et Le Château dans le ciel de Miyazaki. Mhm. Il y a une énorme inspiration du Roi et l'Oiseau dans ces deux films. Donc voilà, et si vous avez l'occasion de le voir, vraiment, Le Roi et l'Oiseau, c'est génial. Frigo. Franchement, je sais pas. Parce que je suis en train de me poser la question depuis tout à l'heure et je me dis que, tu vois, les Shrek, déjà, il y a un très très gros attachement. J'ai revu Gang de requins là récemment. Et... oh là là, quel banger, Le ça banger. aussi. Mais c'est pas au niveau de Shrek. Après, en Ghibli, pareil, en fait, je saurais pas te dire. Pas des Disney, non. Pas trop Disney. Je suis pas trop Disney, ouais, en vrai, c'est. J'aime rien, donc c'est normal, j'ai envie de dire. Non, après, peut-être le Château dans le ciel, en vrai. Ah ouais. Ouais, Plus que Totoro. ouais, je pense. Il est chouette, ouais, celui-là, il est plus... Il est pas plus poétique, mais il est. Je sais pas, il y a une petite vibe en plus. Ouais, je saurais pense pas que- dire. Je vois ce que tu veux dire. Le Ghibli le plus connu, enfin le plus reconnu, vous pensez que c'est lequel? Moi j'ai à Chihiro. Ah, mon Ouais, voisin ça. Totoro. voyage de- Totoro, moi je Le dirais. voyage de Chihiro, en vrai, je Bah, pense. Chihiro, il a top, hein. permis un peu l'ouverture de Ghibli sur le monde, notamment aux États-Unis, puisqu'il a obtenu un Oscar, Mhm. l'Oscar du meilleur film d'animation et tout, au nez, à la barbe des gros studios américains. Mais moi, je dirais mon voisin Totoro de plus en plus. Hein. Bah, en Ah ouais. fait, la Ah ouais. figure du personnage Oui, de ça, c'est Totoro Ouais, il est emblématique. Ouais, l'emblème est tellement de- connu ouais. par Et tout c'est le monde. l'emblème des studios Même- Ghibli. même quand Mais t'as le pas plus vu reconnu, Totoro. je dirais que c'est quand même Chihiro. Chihiro, Ouais, je peut-être. pense. Ouais, Ouais, peut-être. Il y a Mononoke aussi qui. Mononoke, Ouais, ouais, qui est Mononoke pas mal aussi. cité. Ouais. Et chez Disney, c'est Le Roi Lion, je pense que. Disney, Ouais. ouais, Ouais, Le Roi je pense, Lion, ouais. Aladdin. Ouais, mais quand même. Ah, je pense Le Roi Ouais, Lion non, Le plus. Roi Lion, je Ouais, pense Le Roi que. Lion. Et Pixar, ça va être Toy Story, quoi. Ouais. En Ouais. vrai. C'est vrai. Et toi, Deka? Ah bon. C'est Shrek, hein? Non. Sérieux? Bah oui. Mais non. Mais si je vais te le dire, tu vas faire ah, mais oui. Moi je sais, Ah, c'est c'est- Akira. Bah oui, évidemment. Bah oui, je sais. Ah, Ouais, très très ouais, bon, bon. Akira, oui, oui. Ouais, c'est mon préféré, Akira. Et ouais, bah je l'ai pas choisi parce que trop évident. On va quand même pas choisir Akira, quoi. Mais oui, Akira, bien sûr, c'est juste incroyable. Après, moi, j'aime bien. Bon, j'avoue que j'ai beaucoup aimé Your Name, qui était sorti Ah oui, de il est Makoto très- Shinkai, donc un film d'animation japonais que j'avais beaucoup aimé. Ouais. j'ai Et beaucoup aimé le aussi. Spider-Man. Into the New Spider-Verse. Generation, là, ouais. Ouais. Extraordinaire. C'est Qui passe un extraordinaire. banger. Et il commence à
révolutionné quand même pas mal de trucs, je trouve, dans l'animation. Bah, en tout cas, il y a beaucoup de trucs qui sortent un peu dans ce style-là et tu sens qu'il apporte vraiment une nouvelle vague. Ouais, et en plus, on parlait de technique d'animation. Lui, pour le coup, il a une nouvelle technique d'animation tout en mêlant une animation traditionnelle en 2D. Ouais. Et là, j'ai lu pour la suite, parce que la suite est en préparation. Ouais. Ils sont en train de faire 6 techniques d'animation différentes. Ah, mais ça va être incroyable. Et Ouais. ça promet vraiment parce qu'ils vont passer dans plein de mondes différents et Ouais. qu'en gros, à chaque monde, sa technique d'animation. Et moi, je trouve ça trop cool, ce genre de C'est grave concept. stylé. Mais toi, Et on ils trouvait ont- un peu ça dans le premier. Oui, Ouais, quand- ouais. de manière très rapide, mais ouais. très rapide. Et ils ont la même production, donc c'est Sony Animation qui fait ça. Je sais pas du tout. Et ils ont fait sur Netflix Les Mitchell contre les machines, C'est trop bien ça. et qui est vraiment, vraiment très très bien. Je l'ai rematé il y a pas très longtemps, et une grosse claque, quoi. Ouais, franchement, c'était super cool. Mm. Eh bien, écoutez, je vous propose du coup, maintenant qu'on a commencé un peu à citer quelques films, de passer aux films qu'on n'a pas choisis. Donc évidemment, j'imagine qu'il y a les films qu'on préfère qu'on n'a pas choisis, évidemment, mais est-ce qu'il y a d'autres films que vous voulez citer que vous n'avez pas choisis? Louis, tu veux commencer? Ouais. Moi, j'ai longtemps hésité à te proposer un studio Ghibli aussi. Ah. Un studio Ghibli ou un film d'animation japonais. Mhm. Donc, je sais pas, en Ghibli, j'ai hésité. Je voulais pas forcément choisir un Miyazaki, parce que du coup, Ghibli, bon, il n'y a pas que Miyazaki aussi, il y a aussi Isao Takahata. Et j'ai pas eu le temps d'en voir. Donc, voilà. Puis, Takahata, c'est le tombeau des Lucioles. ouais, Ceux le qui, tombeau des qui se suivent Lucioles pas. et son. Je l'ai pas vu d'ailleurs. Ouais, mais du coup, tu vois qui Ouais, c'est. mais je vois, je l'ai Voilà, pas vu. le tombeau des Lucioles, Pompoko et Ouais. Conte de la princesse Kaguya aussi, je crois, qui est son dernier film. Et donc, j'ai pas eu le temps d'en voir. Puis, j'ai hésité avec un Satoshi Kon, qui est un grand maître de l'animation japonais. Et sur Netflix, il y a Tokyo Godfather. Et finalement, j'ai pas eu le temps de le regarder. Je l'ai vu que hier soir. Et je sais pas, en fait, avant de le choisir, je me suis dit, mais est-ce que Frigo, il aime bien l'animation japonaise? Est-ce que ça va pas être trop... Bah, en soi, j'aime bien. Enfin, alors là, c'est pas l'animation japonaise, mais enfin, si. Ghibli, j'aime bien. Et après, en général, en vrai, genre tout ce qui est animé, j'aime quand même plutôt bien, même si je regarde D'accord. pas, tu vois. Ouais, là, c'était plus côté animé, ouais. Ok, mais j'ai hésité un peu avec ça, et finalement, je me suis tourné vers du plus occidental. Tu le dis maintenant ton film? Non. Ah. Garde le suspense. Non, je garde le suspense, Ouais. parce que ensuite, je suis allé fouiller le catalogue Disney+, pour voir s'il n'y avait pas un Disney un petit peu méconnu et tout. Mhm. Et finalement, flemme. Grosse flemme. Et voilà. Et j'ai trouvé mon film en cherchant tout ça et en ayant la flemme, en me disant c'est bon, il dure 1 heure et demie, vas-y, go. Et puis il était trop bien. Je t'en Ok. reparle après. Mais je me rends compte que j'ai dit garde le suspense, c'est pas comme si les titres des films étaient vraiment écrits dans le titre de l'épisode. Mais c'est pas Non, grave. et puis c'est en pas- plus, normalement, les gens nous suivent sur les réseaux et ont vu les Voilà, annonces mais des quand films. même, il y a le. Quand même. Ok. Moi, je voulais juste, j'ai oublié tout à l'heure quand même de citer un de mes films d'animation préférés, c'est Wall-E. C'est mon Pixar préféré de loin. Ah oui, Excellent. Et, très très bon. dans ma liste de mes films préférés, en animation, c'est le deuxième après Akira. Donc Wall-E, vraiment incroyable. Je trouve que le fait de se dire, bon, on va faire un film d'animation muet sur 70% du film, enfin, c'est quand même venant de Pixar. Enfin, Et c'est une sacrée prouesse, quoi. ouais, c'est quand même super fort et je trouve que c'est trop bien. Les personnages sont trop mignons. Ils ont réussi vraiment à donner vie à un robot absolument dégueulasse à la base. C'est vrai. Et en fait, qui est ultra mignon et qui a des gestes tellement humains. Et, En ouais, fait, c'est trop et bien. blindé de références au cinéma, c'est génial. Non, c'est trop bien. J'ai un peu moins la deuxième partie quand il commence à parler, etc. Mais tout le début, pour moi, c'est vraiment c'est incroyable. Du coup, si vous voulez, je peux enchaîner avec les films que j'ai pas choisis. Ouais, Mais vas-y. Ouais, t'es lancé. Bah, du coup, oui, il y a les Satoshi Kon, dont tu parlais tout à l'heure. Faut savoir que Satoshi Kon, lui, il a fait que 4 films. Donc, Tokyo Godfather, Minimum Actress, Perfect Blue et Paprika. Mm. Et après, il est décédé. Donc, il est décédé plutôt jeune. Et pourtant, en 4 films, le gars a révolutionné le médium du cinéma d'animation au Japon. Enfin, c'est devenu vraiment... le mec est cité par absolument tous les gens qui font de l'animation au Japon et même hors Japon. Et au-delà de ça, c'est un mec qui est qui est référencé dans plein de films. Enfin, tu vois, dans Inception. Oui, pas du que dans les Aronofsky. films d'animation, quoi. C'est... C'est Ah, c'est Black... Black Swan. Ouais, Black Swan. Genre, le gars a influencé le monde entier, quoi, Ah, mais littéralement. c'est abusé. Avec 4 films, c'est quand même. Enfin, je sais pas, mais j'ai quand même l'impression que c'est rare d'arriver dans un domaine, sortir genre juste 4 œuvres et plier le game comme ça, quoi. Mm. Enfin. Ouais, c'est très rare.
Donc voilà, il fallait évidemment parler de Satoshi Kon. Tu l'avais déjà fait, Louis, mais je voulais. Et je vous conseille le documentaire Satoshi Kon l'illusionniste de Pascal Alex Vincent, qui revient justement sur la courte mais intense carrière de Satoshi Kon. Ouais, t'as bien raison. Après, à côté de ça, du coup, oui, Akira, évidemment, mais un peu simple. Hein, on va pas non plus prendre Akira. Je suis étonné, par contre, que personne soit tourné vers Ghost in the Shell. Je l'ai pas vu. Ah, vers quoi? Ghost in the Shell. Ah oui, c'est vrai que j'aurais pu, je l'ai vu. Il est très très bien, il est excellent, mais ouais. Encore une fois, comme je savais pas comment tu te positionnais face à l'animation japonaise. Tu sauras, j'aime bien. Ouais. Pour les prochaines fois. Bah oui. Flea aussi, j'ai parlé un tout petit peu au début, qui est un film qui est sorti l'année dernière, je crois. Ouais. Ou cette année, je sais plus. Enfin, il est peut-être 2022 en fait, ouais. Ouais, je sais plus trop, mais en tout cas, je crois que là, il est disponible sur Amazon Prime, si je dis pas de bêtises. Et il semblerait que je dise une bêtise, donc je sais pas, faut vérifier. Mais en tout cas, c'est un super film, un peu en mode documentaire, qui retrace la vie d'un jeune, d'un garçon, d'un homme afghan qui parle de son homosexualité, etc. Il allait vivre au Danemark. Enfin bon, voilà, on parle un peu de toute sa vie. C'est ultra lourd quand même comme film, mais je trouvais ça absolument génial. Après, bon, il y a des films aussi que j'ai envie qu'on cite parce que c'est un petit peu les films un peu classiques, des films d'animation, mais Coraline, par exemple, de Selick. Je l'ai vu il y a pas très longtemps, j'ai trouvé ça vraiment trop cool. Il est très très bien, ouais. Ouais, Selick, mine de rien, en stop motion, il est quand même fort, quoi. Il a pas fait énormément de films non plus, mais c'est toujours intéressant ce qu'il fait. Il y a Wolfwalkers, je sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est plus le nom en français. Le Pacte des loups, non? Non, c'est pas le Pacte des loups en français. Ouais, c'est un truc qui est sorti l'année dernière. Ouais, c'est sorti l'année dernière. J'ai plus le titre là, j'avoue. C'est un truc avec les loups, ouais. C'est pas Marche avec les loups. Le peuple loup, c'est ça. Et c'est sorti l'année dernière et c'est vraiment super cool. L'animation est vraiment trop sympa. Donc j'ai hésité, mais je me suis dit bon, non plus. Et je crois que c'est à peu près tout. Oui, je crois pas avoir d'autres films à vous citer avec lesquels j'ai hésité. Donc c'est tout de mon côté. Pauline? Ouais, moi, comme du coup tout le monde ici, j'ai hésité avec du Satoshi Kon. Je me suis dit, tout le monde va hésiter avec du Satoshi Kon, donc on va éviter. Il y a quelqu'un avec qui j'ai énormément hésité aussi, vraiment beaucoup, c'est Wes Anderson, qui a fait Fantastic Mr. Fox et L'île aux chiens, qui sont deux films que je trouve absolument remarquables et que j'adore. Et en fait, je ne saurais même pas vous dire exactement pourquoi j'ai pas choisi ça, parce que ça aurait vraiment pu être mon choix d'aujourd'hui. Surtout Fantastic Mr. Fox, c'est un de mes films préférés de Wes Anderson. J'ai une question juste sur Wes Anderson. Pour quelqu'un, par exemple, qui aime pas trop Wes Anderson dans, on va dire, les films live action, est-ce que tu conseilles quand même Ouais, je pense que justement, ça apporte un rapport différent à son cinéma où il peut plus se permettre certaines choses qui irritent les gens dans le live action. Et vraiment, Fantastic Mr. Fox, c'est un travail d'orfèvre absolument incroyable sur la réalisation. Et en plus, c'est génial comme histoire. Je sais pas si tu as dit, je crois, c'est la stop motion, c'est ça? Ouais, c'est de la stop motion. Ok. Et voilà, donc j'ai hésité avec ça. Après, j'ai aussi hésité avec un de mes films préférés d'animation qui est It's Such a Beautiful Day de Don Hertzfeldt, qui est un film en animation ultra minimaliste. Donc en gros, c'est un petit bonhomme, genre un bonhomme bâton, quoi. Le fond, il est quasiment vide, enfin blanc ou noir. Et c'est un peu un bonhomme qui est en proie à des tourments, on va dire, un peu dépressifs et tout, et qui repense à des choses de sa vie, et du coup, il crée des choses très simples visuellement pour parler de choses un peu plus compliquées, on va dire. Mais il s'avère que j'avais proposé ce film dans des cycles, enfin un truc qu'on fait à part avec des potes, et qu'il n'a pas du tout plu, donc je me suis dit... j'essaye quand même de mettre un peu les choses de mon côté. Je savais pas qu'il a pas plu, mais c'est souvent l'un ou l'autre, quoi. Soit les gens aimaient vraiment beaucoup, soit les gens détestaient, quoi. Oui, il y a des gens qui ont détesté, je me suis dit. Ouais. En même temps, je pense que ça a l'air d'être quand même vachement qui tout double. Ouais, et puis c'est le côté un peu dépressif qui peut ne pas plaire à certaines personnes. Ouais, il y a des gens qui ont dit que c'était du dépressif porn, enfin bon, voilà. Je crois que d'accord. C'en est un peu. C'en est un peu, mais moi j'adore justement ce rapport avec l'animation ultra minimaliste. Je trouve que ça contrebalance ce côté un peu lourd dans le discours. Enfin,
Du coup, voilà, mais j'ai pas pris ça. Après, j'ai pas pris J'ai perdu mon corps parce que j'en ai déjà parlé dans un épisode de podcast sur le festival de Cannes. Du coup, vous pouvez aller le réécouter si vous voulez m'entendre parler de J'ai perdu mon corps. Il est disponible sur Netflix. En plus. Et j'ai hésité aussi avec La planète sauvage de René Laloux. J'hésitais à en parler, mais... Ouais, film d'animation français, hyper inventif. Vraiment, c'est fantastique et c'est très très bien. Donc, Tu voilà. l'as choisi pourquoi ? Parce que c'est assez original, je trouve. C'est dur quand même de se dire de gagner avec... Oui. C'est trop original, je pense. Oui. Pour, Et c'est dispo sur Mubi, il me semble. Et sur Shadows aussi. J'ai vu ça Shadows, aujourd'hui. il était, alors peut-être qu'il l'a enlevé, mais je crois Non, qu'il j'ai vu aujourd'hui justement. Ok, J'ai appris aujourd'hui qu'il était sur. Vous pouvez essayer quand même. J'ai un film qui me revient. J'oublie tout, mais ça me revient. C'est Memories. Alors, c'est un film qui regroupe 3 courts-métrages, je dirais. Je sais pas si c'est vraiment des courts ou pas, mais je crois que c'est 3 courts. Bon, au niveau du timing, on s'entend quoi. Et c'est un film qui est dirigé en grande partie par Katsuhiro Otomo, qui est du coup le réalisateur d'Akira, et avec d'autres gens en fait. Et par exemple, la première partie, elle est faite avec Satoshi Kon, et donc on retrouve énormément le travail de Satoshi Kon, les thèmes qu'il aborde, etc. Et donc c'est les trois segments ont vraiment leur histoire à eux, même leur style d'animation vraiment à eux. Et je trouve que c'est un super film. C'est un film qui est ressorti là au cinéma récemment avec le distributeur Eurozoom, si c'est bien ça. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Et j'ai eu l'occasion du coup de le voir au cinéma et c'était absolument super, donc je vous conseille. Et en plus, vu que c'est fait en 3 segments, vous pouvez le regarder un peu, faire des pauses, quoi. Si vous n'êtes pas obligé de tout enchaîner, quoi. C'est pas essentiel de le regarder d'un coup, quoi. Mais du coup, super film que je voulais citer quand même. Écoutez, je crois qu'on a tout dit. Je pense, ouais. Je crois donc qu'on peut partir pour le premier round. Alors, Frigo, qui est-ce que tu as envie d'entendre pour ce premier round ? Qui c'est qui commence ? C'est souvent Pauline qui commence. Ouais, mais en même temps, c'est souvent moi qui perds. Alors, C'est vrai. Je crois que j'ai jamais commencé encore. Me souviens pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Là, tu commenceras. T'as qu'à perdre. Ouais, c'est vrai. J'ai choisi un film de Richard Linklater qui s'appelle A Scanner Darkly. Qui est un film d'animation en rotoscopie, mais j'expliquerai ce que c'est la rotoscopie dans la deuxième partie. En fait, c'est un film de science-fiction où on est dans une dystopie dans un futur proche. Et en gros, 20% de la population est accro à une drogue qui s'appelle la substance M en français, substance D en anglais, parce qu'en gros, M pour la mort, D pour death, quoi. C'est basé sur un livre d'ailleurs qui s'appelle Substance mort ou A Scanner Darkly en anglais de Philip K. Dick. Et en gros, on suit un policier infiltré chez des junkies, quoi, pour essayer de remonter à la source de cette substance. Sauf que du coup, pour être un bon infiltré, il va se mettre à prendre beaucoup de drogue lui aussi. Et en fait, c'est une drogue qui mine la volonté des personnes qui la prennent. Ils n'ont plus aucune volonté d'action, ils ont l'impression de plus avoir d'identité. Et en gros, on comprend que c'est une manière aussi de contrôler les masses, tu vois, de cette drogue. Et du coup, lui, il va être un peu embarqué dans ce truc où il doit infiltrer le réseau, mais du coup, il prend de la drogue qui lui mine sa volonté et son identité, donc ça rend la chose pas facile. Il doit rendre régulièrement des rapports à ses supérieurs dans la police, sachant que du coup, lui, il a un peu une double identité parce que pour sa couverture au sein des drogués, il a pris un autre nom. Et pour que personne ne sache qui il est à la police, tous les rendez-vous avec ses supérieurs se font sous une sorte de combinaison pour pas qu'on voit à quoi il ressemble, où il a pas le même nom que dans la vraie vie. Et du coup, tout ça, ça brouille encore plus en fait son identité et son esprit. Et en plus de ça, il y a un peu une histoire romantique avec une des dealeuses qui, elle, n'est pas accro à la substance. C'est une des rares personnes de son entourage qui, elle deal, mais elle n'est pas accro. Et qui va, du coup, en plus rentrer en jeu, en mode, il va tomber amoureux d'une dealeuse alors qu'il est sous couverture, qu'il doit des rapports à la police, nanana.
Et il y a toute une série un peu de rebondissements autour de ça, est-ce qu'il va réussir à s'en tirer, est-ce qu'il va sombrer d'un côté, de l'autre, se faire compromettre, etc. Mais la majeure partie du temps, c'est aussi des discussions. J'ai pas dit, mais le personnage principal, il est joué par Keanu Reeves. Et il y a aussi dans le film Robert Downey Jr. et Woody Harrelson. Et la fille, je crois bien que c'est Winona Ryder, si je dis pas de bêtises. C'est un gros casting. Puisque je vous expliquerai pourquoi la rotoscopie permet d'avoir des castings pareils. Et en fait, il y a beaucoup de passages où c'est Keanu Reeves, Woody Harrelson et Robert Downey Jr. qui chillent ensemble et qui ont des discours totalement paranoïaques parce qu'en fait, ils sont en train de prendre de la drogue et qui partent dans des délires pas possibles. Et voilà, je crois que j'ai à peu près résumé l'histoire du film, qui est une histoire compliquée, donc dure à résumer. C'est tiré de Philip K. Dick, donc c'est forcément compliqué. Ouais. Philip K. Dick, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'auteur des Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, qui a donné Blade Runner. Ah, ouais. Oui. Oula, d'accord. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, à la base, Linklater, il voulait adapter un autre livre de Philip K. Dick, qu'il adorait, dont j'ai oublié le nom, mais c'est pas celui-là. Ubik. Oui, Ubik. Qui est très compliqué aussi. Exactement. Pareil. Et en fait, il n'a pas réussi à avoir les droits d'adaptation. Et du coup, il était super frustré. Et du coup, il s'est mis à lire d'autres Philip K. Dick en se disant j'ai pas réussi à adapter celui-là, je vais en adapter un autre. Et en fait, il a lu Scanner Darkly et il a encore préféré à Ubik. Et du coup, il s'est dit bénef, au final, je vais adapter ça. Et voilà. Et du coup, c'est quoi? C'est une production américaine? Oui, c'est américain, ouais. Ça se passe aux États-Unis aussi ou c'est ça se passe aux États-Unis inventé, en gros. Non, enfin. Je pense qu'on s'en fiche un peu dans le contexte, mais c'est plutôt américain, ouais. Ok. Il dure combien de temps? 1h40. Ok. En termes d'accessibilité, c'est ok ou c'est un peu compliqué du coup La technique d'animation est assez particulière et en plus de ça, avec, le délire est pas forcément ultra accessible, donc je dirais peut-être 5 sur 10. Un bon 5 ou un petit 5? En fait, c'est toujours une question dure parce que ça dépend de la sensibilité des gens. Donc, part du principe que c'est la pire sensibilité. Genre la pire sensibilité, 4 sur 10 alors. Ok. Ah ouais, c'est beaucoup moins accessible que Bruno Redal pour toi. Ouais. Ok. Et c'est comment? C'est réalisé comme un polar? Ou c'est Ouais, en fait, ouais, c'est ça. Ça fait thriller de science-fiction. Je sais pas si je pourrais le rapprocher à d'autres films. En fait, il y a un côté très Les Infiltrés. Je sais pas si tu l'as vu, de Scorsese. Non. Avec ce côté double jeu, le mec qui infiltre un truc, qui doit rendre des rapports et tout. En fait, tous les films un peu qui parlent de mafia ou de trucs infiltrés, genre Donnie Brasco ou je ne sais quoi. Mais en plus de ça, t'as la dimension science-fiction qui fait qu'ils peuvent se permettre plus de choses pour imaginer l'univers. Et en fait, ça fait un peu thriller existentiel. Enfin, je sais pas si on peut parler d'une catégorie qui a ce nom, mais parce que effectivement, ça a la trame d'un polar, mais il y a un peu des moments de flottement où le mec il est perdu et du coup, t'as des séquences où juste c'est un peu des ruminations de lui et ses potes. Du coup, c'est un peu introspectif, du coup, comme. Ouais, carrément. Ok. En fait, il y a toute cette question de l'identité du personnage qui est effectivement très introspective, ouais. Ok, d'accord. Je pense pas avoir plus de questions. Je sais pas si vous. Non, moi c'est clair de mon côté. Non, moi j'ai une remarque à faire. C'est un film qu'il faut que je voie. Parce que Richard Linklater est un de mes réalisateurs américains actuels préférés. Et il est très très bon. Et il me semble qu'il a fait un autre film d'animation récent sur Netflix, non? Ouais, je sais pas s'il est encore sorti, je suis pas sûre, mais il est peut-être pas encore justement sorti, il revient à l'animation là, après pas mal de films. C'était d'autres de ses films d'ailleurs. Parce que c'est pas son plus connu, on a cité aucun de ses films. C'est vrai que c'est pas son. Oui, son plus connu c'est peut-être Boyhood. Après il y a la trilogie Before. Ouais, je pense que la trilogie Before est plus connue que Boyhood. Boyhood, il a fait beaucoup parler sur l'histoire du tournage sur 12 ans, etc. Et il a fait Rock Academy. Rock Academy, et ça c'est le film qu'il a tourné juste après Rock Academy justement, où il voulait un peu voilà. Il a fait un autre film en rotoscopie qui s'appelle Waking Life, mais qui est pas très connu pour le coup. Après il a fait des teen movies genre Everybody Wants Some ou des trucs comme ça qui sont vraiment sympas. Et là effectivement il a, je crois que c'est pas encore sorti, mais Apollo 10. Apollo 10 and a half, enfin genre 10 et demi. Ouais, c'est ça. Ouais. Attendez, je vais regarder si c'est sorti. Projet pour Netflix. Il a l'air très prometteur. Avec de l'animation sur
aller dans l'espace, quoi. Ouais. Un mec qui va dans l'espace. Il est assez génial, Linklater, comme réalisateur. C'est vraiment un touche-à-tout, je trouve. Ouais. Il peut faire de la comédie qu'on a l'impression un peu potache et le film d'après, un film assez incroyable. Ah, il est sur Netflix. Le film donc. est sorti, il est sur Netflix. Ok, en fait, nouvelle. ça me fait un peu chier de savoir ça parce que ça veut dire que ça a vraiment pas fait beaucoup de bruit. Et je crois en avoir entendu parler, mais que les gens m'ont dit que c'était moyen. Ah merde. Et finalement, mais je sais pas, ça. Ouais, parce que moi, j'en ai entendu parler avant sa sortie un peu. Genre, j'avais vu la bande-annonce et depuis, aucune nouvelle. Moi, donc, j'ai vu pas mal de promos, mais de la part de Netflix America. Ouais, ok. Bon, j'irai voir en tout cas. 3.6 sur Letterboxd, donc c'est pas si mauvais finalement. Ouais, faut voir. Faut voir ce que ça donne, ouais. J'ai une question qui m'est venue et je crois qu'elle est repartie, j'ai un peu la haine. Et vu qu'il y a Keanu Reeves dedans, est-ce que il y a des petits clins d'œil à Matrix ou pas du tout? Alors justement, c'est drôle parce que Linklater, il voulait absolument Keanu Reeves pour son personnage principal et il pensait que Keanu Reeves, il allait pas vouloir parce qu'il venait de faire Matrix et qu'il voudrait pas refaire de la science-fiction. Parce que le film est sorti en 2006 du coup, je sais pas si tu l'avais dit. Non, j'ai pas dit. Non, mais ouais. Et en fait, il a bien accepté. Et alors j'avoue, je l'ai vu il y a un peu longtemps et du coup, je saurais pas te dire aussi spécifiquement que ça s'il y a des clins d'œil à Matrix, mais il me semble pas. Et c'est rigolo parce que Matrix c'est déjà aussi un petit peu un hommage à Philippe K. Dick et tout. Ouais, il y a un peu mal. Truc, une boucle bouclée. Ok. Bah écoute, Deka, je te propose d'enchaîner. Bah écoute, c'est si gentiment demandé, je ne peux qu'accepter. Alors moi, je vais vous parler d'un film aussi, alors, finalement on est un peu là pour ça, de Dorota Kobiela et de Hugh Welshman. Alors, c'est des gens que je ne connais pas. Hugh Welshman, c'est son seul film. Donc, non, mais il a pas fait d'autres choses. Donc, non, mais... je ne vais pas le connaître personnellement dans sa vie. C'est ça qui me fait, en fait, je le connais bah pas. Oui. Et Dorota Kobiela, elle a fait un autre film, je crois, mais bon, voilà, je crois qu'on c'est pas très intéressant finalement. Et mon film s'appelle Loving Vincent. Ok. Voilà, et le nom en français, c'est La Passion de Van Gogh. De Van Gogh, je crois. Juste Van Gogh. Non, je crois La Passion Van Gogh. Ouais, La Passion, Van Gogh, quelque chose comme ça. Bon, enfin bon. Loving Vincent, c'est plus stylé, je trouve, donc on va l'appeler comme ça. Attends, je te coupe. Ton film est disponible où, Pauline? Alors, mon film n'est pas dispo en stream ou quoi gratuit, il est seulement disponible en VOD, à la location sur plein de plateformes différentes. Canal, YouTube, tout ce que vous voulez utiliser pour louer un film, vous trouverez ce film. Ok, tu peux reprendre. Oui. Alors déjà, je vais te poser la question avant de commencer. Est-ce que tu aimes bien Vincent Van Gogh? Écoute, on va parler un peu personnellement. Allons-y. En soi, j'aime quand même bien les œuvres, mais le fait d'en avoir vu quelques-unes en vrai m'a totalement démystifié le personnage. Je fais que maintenant, je vais pas dire que je suis insensible, mais c'est un peu genre... ouais, ok. Ok, bah c'est cool. Enfin, j'aurais préféré que tu me dises que t'adores, évidemment. Bah ouais, mais c'est cool parce que le film va peut-être te réconcilier avec Van Gogh. Peut-être. Alors, du coup, le film retrace pas la vie de Van Gogh, finalement, mais plutôt sa mort. Ok. Alors, en gros, on arrive dans le film 1 an après la mort de Van Gogh. Donc, il est mort et on le retrouve pas, finalement, dans le film. C'est pas... Enfin, dans des flashbacks, mais en tout cas, il n'est pas dans le plot principal, même si, évidemment, on parle que de lui. En fait, l'histoire, c'est qu'on a donc le facteur de Van Gogh, parce que Van Gogh, il faut savoir qu'il a envoyé énormément de lettres, il écrivait énormément de lettres, genre, je crois plus de 800 lettres qu'il y a de lui, donc vraiment le mec c'est l'économie d'une ville à son échelle, quoi. Et donc son facteur, qui s'appelle Joseph Roulin, demande à son fils, Armand Roulin, d'aller donner au frère de Van Gogh la dernière lettre qu'a écrit, je crois que c'est la dernière lettre, qu'a écrit Van Gogh pour lui, en lui disant, bah voilà, Vincent Van Gogh est décédé, il faut que tu ailles voir Théo Van Gogh, son frère, pour lui donner cette lettre. Donc écrite par Van Gogh. Alors Armand Roulin, lui, il a déjà eu son portrait qui a été dessiné par Van Gogh, mais on va dire que l'image qu'il a de Van Gogh, c'est un fou, le mec est complètement she's so crazy, tu vois, et donc du coup il s'est dit bon, flemme, mais vas-y, on va quand même le faire, quoi, parce que son père lui dit non mais attends, si moi j'étais décédé, t'aurais voulu avoir cette lettre. Il dit bon, ok, vas-y, j'y vais. Donc il va pour donner la lettre à son frère, et en fait on apprend que son frère est aussi décédé. Et donc, il va se dire, bon, j'ai cette lettre, il faut que je la remette à quelqu'un. À qui, en fait? Donc, il va essayer, voilà, petit à petit, d'aller parler à des gens pour savoir à qui donner cette lettre. Et en fait, pendant ce périple, il va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur la mort de Van Gogh.
Donc, comme quoi il se serait tué, mais en fait, finalement, il y a des gens qui vont dire des choses très dures sur lui, en mode vraiment, bah oui, c'est un fou, le mec est complètement malade, voilà, il s'est suicidé. Enfin, voilà. D'autres qui vont dire que c'était quelqu'un de très aimable, très gentil, très doux. Et donc, en fait, on va entendre énormément de témoignages. Tout au contraire, quoi, en gros. Non, mais de témoignages de gens qui vont parler de Van Gogh et de comment il serait mort. Et en fait, ça part finalement il faut qu'il rende la lettre à quelqu'un. Et en fait, le film part sur, en fait, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé sur la mort de Van Gogh ? Qui est Van Gogh ? Qu'est-ce qu'on sait de lui ? Comment il est perçu par les gens ? Et donc, en fait, c'est un peu ça qu'on suit, quoi. Armand qui décide de mener un petit peu son enquête. Donc, en fait, ça ressemble un peu à un film à enquête, finalement. Ok. Donc, cool. ouais, alors qu'à la base, pas du tout. Et en fait, ce que j'ai trouvé, ce qui est très bien remonté dans l'histoire, dans le plot, c'est qu'en fait, on se met vraiment à la place d'Armand, en fait. C'est-à-dire que nous, quand on connaît pas trop Van Gogh, on a entendu ça vaguement, tu vois, que le mec était un peu fou, il s'est coupé une oreille, il l'a donné à quelqu'un, enfin voilà, truc bizarre, quoi. Et en fait, on va redécouvrir, en fait, et on arrive vraiment à se mettre dans la peau du personnage, à se dire, ah, ok, putain, je connaissais pas ce truc-là, j'avais jamais entendu ça de lui. Et donc voilà, et puis c'est aussi intéressant parce que finalement, le film tranche pas, quoi. Il te donne un peu toutes ces pistes et c'est libre à toi. Bon, bah voilà, maintenant tu te fais ton avis sur Van Gogh. Et donc voilà. Sympa. La trame du film, elle s'appuie pour la majorité sur du coup les correspondances de Van Gogh avec les gens en général, enfin avec Théo, son frère ou d'autres gens. Ouais. Donc c'est plus de 800 lettres, donc comme je disais, qui ont été écrites par l'artiste, et elles permettent d'avoir vraiment une vision assez claire de la fin de sa vie. Donc finalement le plot est pas mal inspiré de ça, même si bon finalement c'est un peu inspiré d'histoire vraie, oui, en fait je parlais dans l'épisode précédent qu'il y avait un film que je n'avais pas sélectionné mais que je voulais pas citer parce que c'est celui-là, l'épisode d'après c'est celui-là. D'accord. Donc en fait voilà, je parlerai après de tout ce qui est technique du coup après. Faut savoir que la BO du film, elle est faite par Clint Mansell. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Pas du tout. Oui. Donc ouais, c'est un grand compositeur quand même. Enfin un grand compositeur. Oui, c'est quand même un mec qui est connu. Il a fait les films d'Aronofsky. Et par exemple, Requiem for a Dream, tu sais la fameuse musique de Requiem for a Dream qui est dans toutes les vidéos complotistes de YouTube. Et bah c'est lui. D'accord. Sauf que là on retrouve dans un truc complètement différent. La musique est, enfin c'est pas. Ça n'a rien à voir. Ouais, non, c'est très doux et ça accompagne très très bien le truc. Voilà, je pense que pour cette première partie, c'est un peu tout ce que j'ai à dire. C'est déjà pas mal. Voilà. C'est une réalisation française, alors américaine. Non. Alors ça, c'est une bonne question. En tout cas, au niveau de la production, je crois que c'est polonais. Et purée, tu me poses. Oui, ça c'est une très bonne question. Bah, quand parce même. que finalement, je ne sais pas plus que ça, j'avoue. Mais je crois que c'est polonais. En tout cas, au niveau de la prod, c'est British. UK et polonais. D'accord. Le film est en anglais. D'accord. Et voilà. Je sais pas la Dorota Kobiela, je connais pas son. Elle est polonaise. D'accord, ok. Donc finalement c'est un peu logique. Et donc même s'ils sont deux comme avoir réalisé, c'est vraiment elle d'où vient le projet, c'est elle. Okay. C'est vraiment son idée. Ça j'en parlerai plus tard aussi. Okay. C'est que de l'animation ou ça mélange un peu? Bah ça j'en parlerai dans le deuxième si tu veux. Ok. Ouais. Il est sorti quand? Il est sorti en 2017. Ah oui, okay, c'est récent. Récent. Ouais, il a pris, je crois, 7 ans. À faire 6 ans à être fait. Le temps de tout retracer et tout? Bah non, je vais t'expliquer dans la deuxième partie. Oh là là, pourquoi ça a été si long. Temps de suspense. Ah non, mais tu vas voir. D'accord. Non, mais tu verras. Et alors là, je suis totalement ignorant, mais du coup, ça se déroule dans un pays peut-être ou... En France. Ok. Et oui, ça se déroule en France. Alors je vais te dire exactement les villes parce que c'est beau d'être précis. Ouais. Auvers-sur-Oise. Wow. C'est où ça se passe pour la majorité du temps. Ok. Parce que en fait, c'est là-bas qu'il est décédé, si je dis pas de bêtises. Et donc du coup, ils se rendent sur place à Auvers-sur-Oise. Et c'est là qu'il va un peu collecter tous ces témoignages de gens qui ont côtoyé de près ou de loin, mais surtout de près, Ok. Van Gogh. Parce que moi, j'avais souvenir qu'il y a l'Institut Van Gogh, si je dis pas de bêtises, à Arles. Du coup, je pensais que c'était plus vers Arles, du coup. Après, je connais pas. C'est peut-être pas loin, j'avoue, je sais pas. Hein. Okay. Au niveau géographie, je suis pas très très fort. Il dure combien de temps? Il semblerait que du coup, en fait, la demande de Joseph Roulin à son fils Armand d'aller donner le truc, ça se passe à Arles en 1891. D'accord. Donc t'es juste une machine en fait. Bah voilà. Bravo. Donc ouais. Et il dure combien de temps ton film? Il dure 1h30 à peu près. C'est accessibilité. Moi je trouve que c'est quand même très accessible. Ouais. En fait,
il y a rien qui est repoussant. Après, l'animation, c'est assez spécial, on en parlera après, mais voilà. Mais l'histoire est assez simple. Moi, je pense que je dirais 7. Okay. Voilà, pas plus, parce que ça reste quand même un truc un peu de niche. Il faut que ça plaise, parce que c'est très. Il y a un peu doux, c'est un peu lent, tu vois. Enfin, pas lent, mais je sais pas comment dire. Il y a un truc un petit peu poétique autour. C'est un peu contemplatif ou pas? Non, je trouve pas. Okay. C'est pas le mot que je dirais. Ok. Mais en tout cas, il y a une vibe un peu poétique, tu vois, je trouve quand même. Et il y a un mélange entre des trucs très brutaux, mais en même temps doux, beau. Enfin voilà, il y a un peu une ambiance un peu d'artiste, j'ai envie de dire. D'accord, ok, je vois. Et l'animation qui, ça passe ou ça casse, quoi. Mais ça, on verra après. Mais du coup, 7 quand même, parce que je pense que ça se regarde quand même bien. Et si je veux le regarder, je vais où? Et tu vas sur Univers Ciné. Ok. Et tu ressors une nouvelle fois ton portefeuille. Ah d'accord. Et je sais pas s'il est je crois pas qu'il est sur des plateformes de streaming. Non, je crois pas, mais en tout cas, il est disponible sur Univers Ciné en tout cas. Il est pas disponible sur Arte ou France TV, parce que ça fait quand même un truc un peu. Non, mais il était un temps sur Netflix. Mais ouais, mais il a disparu depuis, mais il y a depuis pas très longtemps, donc. Ok. Ouais, il est à 3 € à la location et 10 € à l'achat. Ok. Voilà. Bah écoute, je pense pas avoir de questions plus que ça. Moi, j'ai une remarque que j'essaye de caser depuis tout à l'heure. Oui. En fait, c'est juste si vous avez envie de voir Loving Vincent et en plus compléter votre étude de la période de la mort de Van Gogh, il faut regarder Van Gogh de Maurice Pialat, qui est un chef-d'œuvre absolu, qui se déroule sur les dernières semaines de vie de Van Gogh. Et qui s'intéresse justement, ça m'y fait penser par rapport à ce que tu dis, mais qui s'intéresse vraiment à l'homme Van Gogh et d'une manière pas du tout manichéenne, en mode est-ce que c'était vraiment un grand génie ou est-ce que c'était un sombre connard ou un fou, et qui montre les dernières semaines de vie plus le moment de sa mort. Et c'est un film absolument incroyable, c'est pas de l'animation, mais c'est un chef-d'œuvre, donc je recommande. En plus, c'est un Pialat dans lequel on n'a pas à se taper Depardieu si vraiment. Pas Depardieu, ce qui est après, Depardieu est immense chez Pialat, mais ça, c'est un autre débat. Depardieu a d'autres soucis qui fait que. Voilà. En tout cas, si vous voulez voir ce Pialat, il n'y a pas Depardieu. Ok. Écoute, moi, mais oui, je crois qu'il y a plusieurs films quand même sur Van Gogh. Il y en a genre. Oui, il y a aussi, il n'y a pas longtemps, il y a eu At Eternity's Gate avec William Dafoe, qui jouait Van Gogh. Ouais. Qui est de Julian Schnabel. C'était vraiment pas mal, et justement je trouve que le réalisateur a expérimenté beaucoup au niveau de la mise en scène pour essayer d'avoir un côté artistique qui s'approche de la peinture, mais juste avec sa caméra en fait, et c'est très intéressant. Et rien à voir. Vas-y. Et Deka, tu sais qui joue Van Gogh dans Rêve de Akira Kurosawa? Oui. Oui, je sais, mais vas-y, je te laisse. C'est Martin Scorsese. Oui. Wow. Ouais, incroyable. dingue. Dans Rêve, Dreams ou Dream, il y a un S Dreams. Il y a un S, ouais. Je me permets juste une remarque en deux, c'est juste que, en vrai, Van Gogh, j'ai l'impression qu'il fascine quand même beaucoup. Parce que je viens juste de repenser que, il me semble que c'était il y a 2 ans, il y avait une exposition Van Gogh sur Lyon où c'était genre, tu te baladais dans ses tableaux. Bah, tu verras, tu vas pas être déçu. Ah. Quand on va en parler dans la deuxième partie. Ok. C'est vrai qu'il a passionné beaucoup de cinéastes et aussi dans les séries télé. C'est pas n'importe qui, quoi. C'est pas n'importe qui. Enfin, je pense que. Dans la peinture, moi, je suis un immense normie, je connais pas grand-chose. Mais si tu me demandes les plus grands peintres comme ça, pour le grand public, je pense que Van Gogh revient souvent, quoi. Ouais. Je pense que. Grand homme, finalement. Oui, je pense. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Van Gogh n'a vendu qu'une de ses peintures de son vivant. Ouais. C'était souvent à cette époque, il me semble. Ouais, mais c'est quand même fou, quoi. De se dire à chaque fois que le gars de son vivant a vendu une peinture et depuis, c'est vraiment. C'est souvent comme ça. Hein. Le milieu de l'art, c'est dur et froid. C'est ça. Allez, Louis, t'es chaud? Allez. Eh ben moi, après quand même 3 films un petit peu sombres et tout, et après les États-Unis, Hong Kong et puis l'Irlande, je t'emmène en France. Oh. Avec un film d'animation pour enfants, mais qui est pour tous au final. S'appelle Le Grand Méchant Renard et autres contes, de Benjamin Renner et Patrick Imbert. Ok. Il est sorti en 2017. Ouais.
Et si tu veux, c'est 3 petites histoires. Ouais. En fait. Qui sont 3 petites histoires donc, qui sont collées. En fait, c'est un spectacle. On vient de te présenter 3 pièces de théâtre qui se passent autour d'une ferme en France. Et donc, la première histoire, c'est une cigogne qui fait semblant d'être blessée et qui demande à cochons, lapins et canards d'aller livrer un bébé à Avignon. Ouais. C'est un peu un conte de La Fontaine, du coup. Un petit peu, et il n'y a pas forcément de morale à la fin, si tu veux. La deuxième histoire, c'est le grand méchant renard qui a faim et qui veut voler des œufs pour les faire grandir en poules et les manger. Et sauf que il les fait grandir et les petits poussins vont prendre le renard pour leur mère. Ok. Voilà. Et la troisième petite histoire, c'est un conte de Noël où cochons, lapins et canards vont se retrouver à prendre un peu la place du Père Noël, à vouloir prendre la place du Père Noël et distribuer des cadeaux en tout genre. Et il va se passer des tas de péripéties. Ok. Voilà, c'est tout. C'est Ok. tout simple. Et du coup, ces 3 petites histoires sont reliées donc, par des petites scènes de théâtre où Renard nous présente quelle est la prochaine scène. Mhm. Et avec quelques petites blagues et tout. Ok. C'est vraiment un truc tourné vers les enfants, du coup. Ouais, c'est tourné vers les enfants, mais c'est universel, si tu veux. Enfin, Ok. l'humour marche totalement, quoi. Frigo, j'ai vu que tu as réagi bizarrement quand il a cité le réalisateur. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, le nom me parle de ouf, mais je sais pas pourquoi. En fait, Alors- si je dis pas de bêtises, c'est les mêmes qui ont fait Ernest et Célestine. Alors oui, ils ont co-réalisé aussi Ernest et Célestine, notamment Benjamin Renner. Et qu'on n'a pas cité, mais qui est aussi un excellent film d'animation Ouais, c'est français. Et Patrick Imbert, c'est aussi le réalisateur de Le Sommet des Dieux, qui est un film d'animation très récent, qui a eu le César du meilleur film d'animation l'an dernier, qui est adapté d'un manga. D'accord, ok. Et donc aussi Le Grand Méchant Renard et autres contes a obtenu aussi le César d'animation, du meilleur film d'animation en 2017, Ok, face à Loving Vincent. Oui, c'est vrai que Aïe, les deux aïe, sont sortis aïe. en même temps. La compète. Bon, Eh après, oui. c'est les Césars, on va dire que c'est les Français qui. Ah oui, qui mettent oui, des- c'est ça. Mais parce qu'il a gagné pas mal de trucs, hein, par contre, le Vincent aussi. Oui, il est Oui. pas- D'ailleurs, à Annecy, c'est là où il a fait sa première, au festival d'Annecy. Il a gagné, je crois, le prix du public. Mm. Et après, il a gagné quand même d'autres trucs. Enfin, mais oui, c'est vrai. Et donc mon film, c'est une adaptation d'une bande dessinée, la bande dessinée de Benjamin Renner, qui s'appelle Le Grand Méchant Renard. Ok. Tout simplement. Alors, le renard me fait penser au Petit Prince, un petit rapport ou pas du tout? Pas du tout. C'est plus prendre la figure du grand méchant loup et la transformer en un renard qui est con comme ses pieds, alors qu'un renard c'est censé être rusé. Il y a pas un D'accord, loup ok. aussi Mm. dedans? Et il y a un loup dedans, oui. Ouais, j'ai regardé Aussi. vite fait, ça avait l'air d'être trop bien en vrai. Et il est La vibe a l'air vraiment... trop bien du film. Ouais, ouais. Et j'ai vu qu'il y avait un loup à un moment. Même Genre- l'animation est super cool. Enfin, je me Mm. permets de non, mais rajouter, vas-y, mais vas-y. c'est une animation qui fait un peu enfantine, mais qui passe, tu vois. Souvent, il y a des animations qui peuvent repousser. Je dis, j'aime pas trop ce type d'animation, Mm. mais j'ai l'impression qu'il y a une animation comme celle de j'ai oublié le nom du film. Le grand parce qu'il est méchant long. renard. Ouais, voilà. Et assez, ultra accessible, quoi. Ouais. Et- Ouais. Bah, je vais en parler du coup dans la deuxième partie. De Mais ça a l'air l'animation. d'être la même technique d'animation que Ernest et Célestine, justement. Et Ernest et Célestine, c'est vraiment trop bien. Moi, je l'ai pas vu, mais j'entendais que du bien, ouais. Et voilà, c'est une mignonne petite histoire, 3 petites histoires, très mignon. Il n'y a rien à dire de plus en fait. Ok. Par c'est- la note d'accessibilité. Oui. C'est 10 sur 10 quoi. Ouais. Mais J'imagine. là, pour le coup, j'en doutais pas. Mais Pour ouais. le coup, c'est Et tu m'as dit, c'est un film de 1h30. Ouais, 1h30 à peu près, un peu Ok. moins, je pense. Et Voilà. il est retrouvable où, du coup? Il est trouvable sur Netflix, Ok. voilà, actuellement. Les 3 segments sont pas de la même longueur, Mhm. mais du coup, ça te permet aussi de faire une pause un peu dans les films. Mais voilà, c'est très mignon. Et- vraiment. Question souvent dans les films comme ça, avec plusieurs segments, souvent ça arrive souvent que c'est pas très équitable au niveau de la qualité. Et souvent on dit, bon, ça c'est vrai que ce segment est moins bon quand même que le reste, ou celui-là est vraiment au-dessus. Est-ce que là tu dirais quand même que c'est assez équivalent? J'aime un peu moins la 3e histoire. Ouais. Parce que ça fait un petit peu rajouter à la fin pour mettre un truc de Noël, parce que le film a dû sortir sans doute dans cette période-là et tout. Mais sinon, ça va, ça passe, quoi. Et je la trouve un peu moins drôle et un peu moins originale, mais ça passe.
Alors que les deux autres sont vraiment très très drôles, et notamment celle du milieu qui parle du grand méchant renard. C'est hilarant, quoi. Moi, je trouve ça vraiment très drôle. Ok. Bah écoute, je pense pas avoir de questions. C'est simple et précis, donc... Ouais, J'espère pour toi que c'est plus hilarant pour Frigo que 7 jours en enfer. Hein, mais... c'est vrai. Pas sûr, vu qu'il a pas de pire. fun, mais bon. Ouais, on verra. Après, je suis pas le seul autour de cette table à pas avoir de fun, mais... c'est pas devant, le sujet. devant 7 jours en enfer, oui. Donc, on est deux. Bon. C'est tout bon pour ce round ? Écoute, moi c'est tout bon pour ce round. Je sais pas si vous avez des questions, mais je ne pense pas. Non, je crois que. Je pense qu'on peut passer à la tout est dit. suite. Alors attends, juste. Ah oui, c'est vrai, tu as donné ton. Je pense que DK, ton film m'intéresse. Ah ouais ? Ouais, franchement, ouais. Il y a un truc qui m'a bien convaincu. Suite Pauline aussi, de ouf. Donc je pense que t'es premier, Pauline deuxième et Louis dernier. Même si en vrai, honnêtement, il n'y a pas énormément d'écart, quoi. Non, mais c'est un peu plus logique. Leurs deux films est quand même construit très différemment du mien. Ouais. Que ça soit dans le plot, que ça soit dans les techniques d'animation, on va en parler, la deuxième partie et tout. Mais voilà. Ok. Bah écoute, deuxième round. Et c'est parti pour le deuxième round. Alors Louis, du coup, t'as été le dernier du premier round, donc on va te laisser commencer. Ça va être très court en fait. La technique d'animation, c'est une animation traditionnelle en 2D et qui reprend en fait les dessins de la bande dessinée Le Grand Méchant Renard, tout simplement, de Benjamin Renner. C'est ses dessins à lui. C'est des décors peints aussi à l'aquarelle et tout. C'est un gros avantage parce que du coup, il n'y a pas trop de décors, je trouve, dans les quelques planches de BD que j'ai pu voir. Le décor est pas très présent. Là, au moins, dans l'animation, c'est bien présent et tout. Et les dessins sont tout mignons. C'est donc les mêmes dessins. Très expressifs dans les yeux et tout. Et puis voilà, j'ai pas grand-chose à dire sur cette partie-là. C'est une technique d'animation standard. Ouais. Donc de dessin, 24 images par seconde. De ce que j'ai vu aussi, ça fait très BD. Je pense pas que t'aies vu la BD, mais du coup, c'est... J'ai vu que quelques planches. Ça reste très fidèle ou... Oui. Ok. Ça reste très fidèle, sauf que j'aurais peut-être tendance à préférer le film parce que je préfère le mouvement du film que dans la BD. Donc voilà. Ok. En vrai, je pense pas avoir grand-chose à dire là-dessus. Non, mais je pense que ça va parce qu'on risque d'avoir beaucoup de choses à dire. C'est mal. Mais voilà, et du coup, c'est des dessins super mignons quand même. Hein. Ouais. Et c'est pas parce que c'est une animation traditionnelle et qui, contrairement à un maître de comparse, est moins expliqué, que c'est pas pour autant génialissime. Alors, juste une question, parce que quand tu dis traditionnel, c'est genre vraiment ça a été fait à la main et ça se voit que c'est des dessins à la main, ensuite animés sans doute par ordinateur, un peu comme maintenant les dessins animés font, mais c'est de l'animation 2D, donc voilà. Ok. Mais les dessins ont été faits à la main et ça se voit, quoi. Si tu vois les gros traits et tout du dessin, donc. Ok, c'est cool ça. Bah écoute, est-ce que l'un d'entre vous veut... Ouais, c'est mon tour. C'est mon tour. C'est vrai. Du coup, moi, comme j'ai dit, déjà le deuxième round d'habitude, c'est pourquoi le film est dans le thème. Donc là, effectivement, c'est facile. Les gens sont des habitués maintenant. Voilà, donc on en profite pour parler des techniques d'animation. Et comme j'ai dit au premier round, mon film est un film en rotoscopie, qui est une technique finalement quand même assez peu utilisée. Donc c'est pour ça que je vais expliquer un petit peu ce que c'est. En fait, dans la rotoscopie, le film est tourné en prise de vue réelle. Donc c'est pour ça que j'ai dit aussi qu'on pouvait bien reconnaître les acteurs. Et derrière, il y a D'abord, il y a un traitement par un logiciel qui va un peu sélectionner les zones de chaque image pour mettre en avant certains objets, découper en fait les images. Et derrière, il y a un travail humain de redessiner chaque planche en fait, toutes les images grâce à la sélection déjà faite par le logiciel. En gros, ça leur avance le travail en mode les zones d'ombre, les trucs et tout. Et eux, ils vont redessiner les traits par-dessus, un peu comme comme on pourrait décalquer un dessin. Sauf qu'en fait, ce qui est intéressant avec la rotoscopie, c'est que du coup, ça part de prise de vue réelle, mais derrière, l'animateur, il peut un peu s'amuser. Il peut ne pas repasser exactement tous les traits. C'est les visages des acteurs, etc. Les décors sont très reconnaissables, mais en même temps, il y a des petites libertés qui sont prises.
Et en fait, là, ça colle particulièrement bien avec le film parce que y a un peu cette notion de perte de repères dans la réalité. C'est de la science-fiction, etc. Et du coup, là, ils s'en servent pour avoir ce côté un peu flou où le gars questionne son identité même. Donc en fait, c'est particulièrement intéressant de l'animer parce qu'on n'est plus ancré dans le réel. Et sinon, qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? C'est une technique qui date du début du XXe siècle. Que, comme j'ai dit, elle est assez peu utilisée. Linklater, il l'a déjà utilisée dans un film qui s'appelle Waking Life, où en gros, il va de rêve en rêve de personnages. Donc pareil, il l'utilise pour exprimer quelque chose qui est en dehors de la réalité. Et ça peut un peu paraître gênant. Enfin, il y a des gens qui n'aiment pas trop cette technique d'animation parce que ça donne un aspect un peu bizarre, parce qu'en fait, on voit que c'est quelque chose de vrai à la base, mais qui est dessiné. Et ça donne un peu l'impression des fois de regarder comme s'il y avait un filtre. Genre, c'est ce que j'ai demandé des fils Snapchat ou Instagram. C'est des fois un peu ce que ça peut faire. Ça donne un peu, ça peut donner un peu cette impression-là. Et du coup, je sais que certaines personnes n'aiment pas trop cette technique d'animation pour cette raison-là. Après, moi, je trouve que dans l'utilisation, elle est intéressante. Et justement, on disait en introduction qu'il fallait toujours se poser la question de pourquoi telle technique d'animation, de ce que ça a cherché à raconter. Et je trouve que là, ça raconte vraiment quelque chose. Donc voilà. Je me permets une remarque sur la rotoscopie. Un des grands utilisateurs de la rotoscopie, c'est Ralph Bakshi, qui a fait la première adaptation du Seigneur des Anneaux dans les années 70 et du Hobbit aussi, avec cette technique donc, de la rotoscopie. Donc ça se voit pas forcément quand on regarde des extraits, parce que ça fait très dessin animé traditionnel. Mais en fait, il y a un autre problème qui s'en découle d'avoir filmé avant des acteurs, c'est que les acteurs font très théâtral. C'est vraiment, ils bougent énormément et c'est très théâtral, un peu comme dans des vieux films muets. Ah, ils exagèrent tout leur... Voilà, ils exagèrent toujours. Et du coup, pour le dessin, ça fait un truc un peu bizarre, un peu... t'as Bilbo le Hobbit, c'est Louis de Funès, quoi. Du coup, c'est un peu bizarre. Ok. Mais voilà, donc pour citer un grand animateur quand même, qui a utilisé la rotoscopie, Ralph Bakshi. Alors, ça me fait penser à un procédé qui était, il me semble, des fois utilisé où c'était des personnes qui repeignaient les pellicules pour y mettre un peu en couleur. Ouais, c'est de la colorisation. Non, pas vraiment. Ok. Là, c'est vraiment uniquement sur ordinateur ou c'est... Ouais, c'est sur ordinateur. C'est le logiciel, je crois, qui s'appelle Rotoscope. Enfin, je sais plus, un truc avec Rotoscope de Linklater qui, justement, est... En gros, il a développé son propre logiciel de rotoscopie parce que c'est une technique qu'il aime bien et qu'il a déjà utilisée. Oui, c'est ce qu'il réutilise pour son dernier sur Apollo 10,5 ou pas Je crois pas que ce soit de la rotoscopie, le dernier. Okay. Ça y ressemble un petit peu quand même. Ça y ressemble, mais il me semble que c'est de l'animation pure, mais après, je saurais vérifier, peut-être, pas dire à 100%, ouais. Ouais, mais je saurais pas dire, donc question en suspens. Écoute, j'ai pas spécialement de questions. J'aurais une question, mais je pense pas que t'es ça, mais genre, c'est vieux la rotoscopie ou pas ? J'ai dit début du XXe siècle. Excuse-moi. Vraiment, c'est pas grave. Je suis perdu dans ce débit de parole. Ouais. Je crois que les premiers trucs en rotoscopie, c'est genre 1915 ou un truc comme ça. D'accord, ok. Donc c'est assez vieux quand même. Ouais, quand même. Ok. Bah, écoute, je pense pas. Non. Si vous voulez, je peux enchaîner, mais vu que moi aussi je parlais de rotoscopie et que du coup on a parlé de dessin traditionnel en 2D, on a parlé de rotoscopie, peut-être faire juste une petite parenthèse sur la stop motion. Ouais. Parce que c'est quand même en fait, on va dire que les grands styles d'animation, c'est 2D, 3D, enfin traditionnel, etc. Rotoscopie et stop motion. Donc peut-être dire 2-3 trucs sur la stop motion. Est-ce que l'un de vous veut en parler ou sinon je m'en charge? J'ai fait de la stop motion. Ah ouais. Bon bah alors raconte-nous ce qu'est la stop motion. C'est prendre, en fait, tu prends photo sur photo sur photo pour ensuite donc d'un objet et tu le fais bouger de millimètre en millimètre à chaque fois, à chaque photo. Puis sur un banc de montage, tu les mets toutes à la suite et ça fait un film d'animation, un petit peu comme si c'était coupé. Et c'est très très drôle à faire. Ouais, alors pas que des films d'animation, parce que le tout premier King Kong est fait en stop motion. Mais après c'est une marionnette. Mais oui, effectivement. Ça reste du stop effectivement, motion. C'est pas quand je dis que j'ai fait de la stop motion, j'ai fait à la fois avec de la pâte à modeler, mais aussi moi-même. Et en fait, c'était donc un projet scolaire pendant un voyage.
on bougeait pas par pas pendant que quelqu'un nous prenait en photo à chaque fois pour qu'on avance. C'est une question un peu naïve, mais les films Lego, ils sont faits en stop motion? Oui, Ouais. le premier, Totalement, je sais, ce qui est sûr et certain, c'est que La Grande Aventure Lego est fait en stop motion. Les autres, je ne suis pas sûr. Moi, j'avoue. Il me semble qu'il y a un peu Vas-y. de 3D qui s'y est greffé petit à petit. Peut-être pour le deuxième, je l'ai pas vu. Et Ouais, Lego ouais. Batman, je sais pas. Je sais pas de souvenir. Mais je crois que maintenant, c'est un peu entre les deux. Par contre. Mais Ok. en tout cas, c'est une manière de dire aussi que l'animation, c'est pas que du dessin Ouais. ou de la chose. Parce qu'en fait, là, le stop motion, c'est vraiment l'idée de créer du mouvement à partir de choses fixes. Et du coup, en fait, c'est une succession de choses fixes. Et en fait, c'est le principe aussi du cinéma, quoi. Ouais, c'est C'est le cinéma, 24 images par minute, etc. Sauf que là, t'as vraiment seconde. Par seconde, oui. Parce que par minute, C'est très. ce c'est serait un un peu peu chiant. long. Ouais. C'est la jetée de Chris Marker. Mais oui, c'est vraiment. On sent le découpage un peu image par image, mais ça crée un mouvement qui peut être très rigolo par Et moment. c'est génial la stop motion parce que tout le monde peut en faire. Enfin, vraiment, prenez vos Lego, prenez n'importe quel objet et puis vous pouvez faire de la stop motion, vous pouvez créer des histoires. Je sais que c'est une technique qui est énormément utilisée, notamment chez les enfants qui ont des Lego et tout et qui font plein de petites histoires comme ça. C'est assez génial. Je veux que j'avais énormément mal avec la stop motion à l'époque. En grande partie pour Shaun le mouton, c'est la stop motion. Oui, Je il y a détestais ça, absolument. les studios Hardman, on en fait vraiment leur. Bah voilà, je Et voilà, détestais c'est tout ce qui était pâte à modeler, je trouvais ça absolument Ouais. Moi, abominable. j'adore Wallace et Gromit. Donc, Ouais, moi aussi. Moi, j'aime pas du tout. La pâte à C'est- modeler en c'est stop creepy, motion, sa mère, ça je me. J'ai jamais aimé. Mais j'avoue que cette année, j'ai redécouvert pas mal de stop motion avec Mad God de Phil Tippett. Il a pris, je crois, 30 ans pour le faire. Enfin, on est sur des trucs de. N'en parlons Il même est pas, fou. quoi. Mais c'est assez incroyable. Il va sortir d'ailleurs au cinéma l'année prochaine grâce à Carlotta, donc super cool. J'ai aussi, par exemple, il y a le Pinocchio de Del Toro qui est en stop motion, qui va sortir début décembre, mais j'ai eu la chance de voir en festival. Sur Netflix. Ouais, il y a Junkhead qui nous est venu du Japon. C'est souvent aussi des histoires assez incroyables quand même. La stop motion, c'est souvent des gens qui sont terrés dans leur truc, qui parlent à personne et qui arrivent au bout de je sais pas combien de temps à dire bon bah j'ai fait ça. Par exemple pour Junkhead, donc j'ai plus le nom du réalisateur, mais c'est un gars qui avait aucune connaissance en cinéma ni rien. Puis il a appris que Makoto Shinkai, du coup, qui était le réalisateur de Your Name, avait fait son premier film tout seul en partant de rien. Donc il s'est dit bah je vais faire pareil. Et donc du coup il a fait tout seul son film en stop motion. Et ça lui a pris je crois 7 ans. Et alors que le mec connaissait rien, quoi, il a fait tout. Tu regardes à la fin le générique de fin, il est sur toutes les lignes en fait. Enfin vraiment, des fois il y a une autre personne parce que je pense qu'il a été aidé un peu, mais il a tout fait. Il a fait toutes les voix, il a fait la lumière, les plans, et c'est lui qui a fait les maquettes. Enfin c'est incroyable. Et tu te dis mais t'es obligé de regarder ça et même si t'aimes pas, tu te dis mais il y a tellement un travail derrière que t'es obligé d'être admiratif de ce travail quoi. Donc Et ouais. En film très connu en stop motion, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Ouais, et Coraline. Ouais. Et Les deux Coraline. de Célic, Célic fait beaucoup de stop motion. J'ai quand même une question naïve là, mais est-ce que du coup, le fait que juste tu crées de la stop motion fasse un film d'animation, ou faut que tu aies une part de dessin, on va dire, pour que ce soit de l'animation? Non, justement, animation, ça veut juste dire animer quelque chose. Donc là, c'est une technique d'animation à part entière. Tu peux faire bouger ton verre sur la table si tu veux. C'est de la stop motion, c'est de l'animation, quoi. Ok, d'accord. Il y a plein de techniques d'animation qu'on connaît pas très bien. Je pourrais pas en parler en détail parce que, comme j'ai dit au début, je suis pas experte, mais genre la pixelisation ou des trucs comme ça, je crois que c'est de faire du dessin par-dessus des images. Enfin, il y a plein de trucs qu'on connaît pas bien en fait, mais qui existent. Bon, je pense qu'on peut refermer cette parenthèse. Ouais, je pense, ouais. Et je vais vous parler du coup, on va retourner sur Loving Vincent. Je vais dire Loving Vincent à partir de maintenant parce que c'est bon quoi. Et je crois que vous n'êtes pas prêts parce que je crois qu'on est face à quelque chose d'assez incroyable. Alors du coup, le film donc c'est sous l'idée de la réalisatrice Dorota Kobiela, donc qui s'est dit bon, on va faire ce film. Et pour l'occasion, elle a décidé de s'inspirer, enfin en tout cas de reprendre 94 peintures de Van Gogh et à partir de ces peintures faire son film en fait. Donc tous les plans qu'on va retrouver dans le film, absolument, enfin alors j'aurai une petite exception mais j'en parlerai juste après, sont tirés de vraies peintures de Van Gogh. Donc en fait tout à l'heure quand tu parlais de
marcher à travers les tableaux de Van Gogh, c'est vraiment ça dans le film. Donc, c'est vraiment l'idée de suivre Van Gogh à travers ses œuvres, du coup. Bah ouais, c'est ça. En fait, tu parles de Van Gogh et en fait, tu vas voir que chaque plan, quelqu'un qui connaît extrêmement bien Van Gogh, il va dire ah purée, là c'est par exemple le plan qu'il y a là, c'est en référence à ce tableau, tu vois. Ce personnage-là, c'est en référence à ce tableau qui est super connu, etc. Donc tout quasiment est inspiré par ce qu'a fait Van Gogh. En fait, c'est les tableaux qui sont animés, c'est ça ? Bah j'y viens. Alors en gros, il y a en fait, le film, donc c'est de la rotoscopie aussi. Donc le film a été filmé avec des acteurs. On a par exemple Saoirse Ronan, qui est une actrice très connue. Tu vois qui c'est, Frigo ? Non. Little Woman. Lady Bird. Ah oui. Voilà. Donc elle est dedans, par exemple. Et donc le film a été filmé, d'ailleurs, au début comme ça. Et donc à la fin, c'est 66 960 frames, images, qui ont été du coup repeintes à la main, à la peinture à huile. Donc ils ont trouvé 120 environ, les chiffres diffèrent entre 90 et 120 artistes qui ont été capables de reproduire les œuvres à la façon de Van Gogh. Donc il fallait que ce soit des gens qui connaissent extrêmement bien le travail de Van Gogh, qui soient capables de faire pas une des reproductions, mais du travail qui ressemble énormément à Van Gogh, et aussi capables de redonner l'esprit de Van Gogh dans leur œuvre. Donc les 66 960 images du film en fait sont des tableaux en fait. C'est-à-dire que chaque image du film est un tableau. C'est énorme. Et donc, quand elle a proposé ça au studio, ils nous ont dit bon, écoute, t'es bien gentil, mais on va faire ça par ordinateur parce que c'est trop long. Mais elle a dit bah non, je refuse. Je veux vraiment respecter l'esprit et la manière de peindre de Van Gogh. Donc en fait, on va le faire comme ça ou on le fera pas quoi. Donc le film a pris 6 ans, évidemment, à être fait. Et enfin, je trouve ça absolument incroyable de se dire qu'on a 66 960. Je sais pas si le chiffre est absolument exact. Des fois, on parle de plus de 65 000. Mais enfin bon, on a l'idée. Peinture pour faire ce film quoi. On est sur c'est la première fois que ça a été fait et ça a été fait que par des personnes polonaises non coup, c'est vraiment à travers l'Europe. Je crois que c'est à travers l'Europe. Ils ont appelé des gens à travers l'Europe pour faire tout ça. C'est un truc et c'était autant amateur que professionnel. Non, du coup comme je te dis, il faut que ça soit vraiment des gens qui connaissent extrêmement bien Van Gogh, qui arrive vraiment à faire là on est sur un travail vraiment de minutie, donc c'est vraiment des artistes confirmés, c'est pas n'importe qui, tu vois, c'est que des gens qui ont été choisis parce qu'ils étaient capables de faire ce travail. Et ce qui est fou, c'est d'arriver à avoir une uniformité en fait, parce que si tu dis s'il y a 120 personnes différentes qui peignent, peut-être que alors du coup pour les couleurs par exemple, parce que du coup comme tout vient de la rotoscopie, donc on a les images filmées, les couleurs ont été choisies en reprenant la majorité des peintures de Van Gogh et de réutiliser les couleurs que lui utilisait beaucoup. Et par exemple, Van Gogh, il a évolué, son style n'a pas toujours été le même. Donc on sent au travers du film, par rapport à dans quelle peinture a aspiré telle scène, on sent des modifications un peu de peinture, de style. Et donc en gros, le personnage qu'on retrouve, Armand, qu'on retrouve le plus longtemps, tout le long, et des fois il va être un peu modifié parce qu'il va être plus dans ce style-là de telle période de Van Gogh. Par exemple, je sais que, j'ai vu d'ailleurs, après le film, il faut absolument que tu vois le making-of qui dure à peu près 6-7 minutes, et en gros tout ce que je dis là est plus ou moins redit dedans. Ouais. Par exemple, à Paris, il a essayé énormément de choses, Van Gogh, donc on a beaucoup de styles un petit peu différents. Après, ça reste du Van Gogh, mais quand même, tu vois. Et donc, on a tous ces changements-là, et on a aussi, par exemple, Van Gogh, il utilise des toiles qui n'ont pas tout le temps la même dimension. Donc, des fois, ils se sont dit, bon, alors comment on va faire ? Parce qu'il y a beaucoup, par exemple, de toiles verticales de Van Gogh. Et un truc tout bête, ça, on le retrouve dans le making-of, et je trouve l'idée, c'est tellement facile, logique, mais l'idée, je la trouve super, c'est que, par exemple, une scène d'entrée qui est en fait inspirée d'un tableau vertical. Bon, là, comme on est sur un film, le plan n'est pas vertical, mais en fait, ils vont commencer en faisant la caméra va commencer dans le ciel, et puis elle va descendre jusque dans le café où on est. Et en fait, c'est pour rappeler la verticalité du tableau là-dedans, tu vois. Et en fait, tout est pensé, en fait, c'est pour vraiment coller à Van Gogh dans son style, dans tout. Et c'est absolument incroyable. Il y a que certaines scènes, du coup, qui sont des flashbacks. Donc ça, c'est des scènes, du coup, qui sont peintes en noir et blanc. Alors on pourrait dire c'est bon, on peut faire des flashbacks en noir et blanc, c'est un peu chiant. Mais en fait, il y a un autre truc intéressant, c'est que en fait toutes ces scènes de flashback qui nous parlent de la vie de Van Gogh, qui servent un peu à contextualiser tout ça, c'est des scènes qui sont utiles du coup pour contextualiser, mais dont il n'y a pas de référence des tableaux de Van Gogh, tu vois. C'est-à-dire que en fait, quand on va faire ce flashback, cette scène de ce flashback, Van Gogh n'a jamais fait de tableau sur cette scène. Tu vois, par exemple, Van Gogh qui se coupe l'oreille, au moment où il le donne et tout, il n'y a pas de tableau référence pour cette scène. Donc c'est aussi pour ça que c'est mis en noir et blanc. C'est pour dire, bon là, on est sur un flashback, mais on est aussi sur des scènes qui ne sont pas inspirées, en tout cas directement, de peinture de Van Gogh. D'où le noir et blanc, du coup. D'où aussi le noir et blanc, voilà. Après,
même dans ces scènes-là, on essaye toujours de... Enfin, ils essayent, je dis on comme si j'avais participé. J'aurais aimé, mais non. Ils essayent toujours de coller le plus près de Van Gogh, de son esprit, etc. Puis il racontait aussi que pourquoi ils ont aussi ils ont utilisé des acteurs et fait en rotoscopie. C'est aussi mais est-ce qu'on peut vraiment parler de rotoscopie si c'est pas peint sur les images? Mais c'est peint sur les images. Ah, c'est peint sur les images. En fait, ok, je pensais qu'il redessinait à côté, genre. Non. Je crois, non, c'est repeint sur les images, mais quand même, ça reste quand même. Ça reste un travail assez incroyable. Mais oui, je crois quand même, non, c'est repeint. Du coup, même le travail sur les prises de vue de base devait être colossal pour réussir à avoir une composition de plans qui rendra un tableau derrière, quoi. Non, mais c'est absolument incroyable. Et par exemple, il y a certaines scènes où, alors dans ce plan-là, dans ce tableau de Van Gogh, en fait, le tableau se situe en hiver, mais par exemple là, le film, il se situe pas en hiver. Alors ils se disent alors on va reprendre ce tableau, mais comment Van Gogh aurait pensé ce tableau s'il était en hiver? Alors on va s'inspirer d'autres tableaux s'il était par exemple au printemps, quoi. Je sais plus exactement si c'est le printemps ou l'automne ou quoi, mais enfin pas en hiver. On va essayer de savoir. Donc alors Van Gogh, quand il peignait ce type de truc, alors il utilisait ces couleurs-là. Donc alors là, on va plutôt utiliser ces couleurs-là pour. En fait, tout est. Non mais c'est absolument. Non mais c'est démentiel. Colossal. Enfin vraiment c'est. En fait c'est vraiment inimaginable en fait. Ouais, quand tu regardes ce film, t'es en mode mais ce qu'on regarde là c'est une prouesse technique de fou quoi. Mais c'est splendide donc voilà. Et donc je disais ils ont du coup utilisé un cast qui ressemble aux peintures de base. Enfin voilà, par exemple Saoirse Ronan, elle ressemble beaucoup à la femme du tableau qui se trouve, etc. Et alors, ça, je sais pas si c'est un peu un truc qu'ils ont dit en mode une excuse aussi pour avoir choisi les acteurs, mais c'est que il y aurait, quand tu regardes les œuvres de Van Gogh, le personnage, en fait, il dégage vraiment quelque chose dans les œuvres de Van Gogh. Et en fait, il voulait trouver des acteurs qui puissent donner vie vraiment à ces personnages. En plus, ces personnages tirés de ces tableaux pour dire c'est vraiment, ça passe à travers le tableau, quoi. Enfin, on a vraiment le personnage qui prend vie. Et donc cet acteur, il faut vraiment qu'il arrive à donner vie à ce personnage parce que quand on le regarde, on arrive à ressentir ce qu'il ressent, on arrive à voir dans quel état il était dans sa tête à ce moment-là, parce que voilà quoi. Et donc c'est juste une œuvre colossale quoi. Je sais pas, je crois avoir tout dit. Écoute, je pense même pas avoir de questions. Enfin, j'ai pas de questions là-dessus. Ça a l'air impressionnant, vraiment. Non, mais c'est. À un moment, tu sais, je regardais, je me disais mais non, mais en fait c'est un filtre un peu Van Gogh. Et puis, en fait, tu regardes et tu te dis, waouh. Sur Snapchat. Mais je me souviens, en plus, à sa sortie, ça avait fait grand bruit, justement, pour tout ce travail et tout. Et moi, je l'ai raté au cinéma, alors que je voulais vraiment le voir. Ah ouais, rattrape-le. Il faut vraiment que je le rattrape. J'aime beaucoup Van Gogh. Et puis, quand on m'a montré la bande-annonce, t'es époustouflé, quoi. Ne serait-ce qu'avec le trailer, c'est impressionnant. Et puis, sur le générique de fin, t'as en gros tout. Ils vont te montrer tous les acteurs qui ont participé, puis ils vont te montrer les tableaux de référence. Et tu regardes, des fois ça ressemble vraiment, c'est ultra bien fait quoi. Et donc du coup, Dorota Kobiela, elle travaille là sur un autre film qui s'appelle The Peasants. Donc j'en parle vite fait parce que du coup c'est dans la même façon de faire. Donc il y a eu juste un trailer concept qui est sorti, mais là normalement il devrait sortir en 2023. Et en fait depuis que je l'ai vu, c'est juste le film que j'attends le plus parce que j'ai trop envie de voir ce que ça va donner. Enfin c'est absolument incroyable. Donc voilà, on est face à une œuvre. En fait quand tu vois ça, t'as envie de te dire en fait. Prenez n'importe quel peintre, racontez-moi sa vie avec son style en fait. Je veux ça sur tous les peintres. C'est super. C'est trop bien. En plus, il y a des peintres qui peuvent vraiment se prêter à ce jeu du cinéma. Je pense à Edward Hopper. Ça peut être vraiment stylé quoi. Je sais pas qui c'est. C'est un peintre américain très connu qui a notamment peint une peinture de maison qui a inspiré celle de Psychose. Ok. Ah oui. Sinon, il y a Robert Bacon aussi. C'est pas mal. Ouais, Robert non, Bacon. Mais même Munch en vrai. Edward Munch, oui, complètement. Mais ça donne vraiment envie de faire ça pour tous les. Après, c'est un travail colossal, mais. Par contre, c'est marrant parce que du coup, avec de la musique, ça serait beaucoup plus compliqué de faire ce même truc. Bah ouais. Mais ça pourrait être un concept. C'est des réalisateurs qui nous écoutent. Bah après, par exemple, d'ailleurs, je l'ai pas vu à temps, mais je voulais regarder. Par exemple, il y a Kid Cudi qui a sorti un film sur Netflix. Oui, c'est vrai. Il a pensé son album en faisant le film, et du coup, c'est pas exactement pareil, mais l'album est pensé, la musique est pensée vraiment avec le film, etc. Quoi. Ok. Donc voilà. Non, mais j'ai rien d'autre à dire. Enfin, franchement, je suis tellement admiratif de ce qu'ils ont fait dans ce film. C'est juste. En fait, même si t'aimes pas le film, tu vas juste dire bon. Tu salues la performance. Je crois qu'on peut pas lutter, Pauline là. En vrai, honnêtement, pour la performance, genre vraiment ton film il est au top du top quoi. C'est normal. Ah bah ouais. Et après il y a Pauline, après il y a Louis. Enfin,
On va dire, moi, c'est logique. Beaucoup, voilà, c'est ça, c'est beaucoup plus logique. Moi, c'est plus classique. C'est aussi un autre thème. Enfin, c'est un film d'animation très classique, en fait, le mien. Donc, c'est très différent de la rotoscopie ou vraiment ou de la peinture par image. Donc, c'est sûr. Et je vous propose le 3e round. Juste avant, du coup, pour ceux qui regardent le film, je vous conseille vraiment d'aller voir le making-of qui dure genre 6-7 minutes et qui redit un peu ce que je viens de dire, mais évidemment en mieux et avec on voit l'image et tout et vous allez voir. Bravo. Okay. Ouais, je suis d'accord. Donc, oui, 3e round. Alors du coup, le 3e round, c'est du coup le round... Parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai pas dit dans les 2 premiers rounds, j'étais parti du principe que non, tout le monde connaissait le podcast, et voilà. Ouais. Mais du coup, le 3e round, c'est celui où on va dire pourquoi on doit gagner, pourquoi notre film doit gagner. Ouais. Et tu veux prendre... Du coup, tu commences, oui, du coup, je vais commencer. Je vais essayer de me rattraper un petit peu quand même. Moi, c'est un film d'animation pour toute la famille. Donc déjà, en cette période un petit peu proche des fêtes, au moment où on enregistre, c'est un super film à regarder en famille. Avec des enfants, neveux, nièces, cousins, cousines. Je sais pas de famille. Tu vas pouvoir regarder avec ta femme et tes enfants. C'est faux, frigo. Oui. C'est faux. Non, mais c'est un super film, donc pour ceux qui nous écoutent aussi, à regarder avec vos enfants, vraiment, et de tout âge, vraiment. Et c'est un film très mignon, mais vraiment super beau, super mignon, c'est cocooning en fait, c'est vraiment c'est le film parfait pour ce temps-là où tu as envie de te blottir dans un plaid et à regarder un truc. Et niveau animation, c'est aussi assez génial. C'est tout plein de mouvements, c'est expressif. Vraiment, les yeux des personnages, et notamment de ce personnage de cochon, il est expressif, il est tout le temps blasé des conneries des autres animaux. C'est très drôle. Et il y a un rythme qui est superbe, c'est les rythmes des blagues marchent. Genre c'est quand il y a du silence, il y a le silence au bon moment, quand ça doit être vif, c'est vif au bon moment, et c'est tout le temps comme ça. Enfin vraiment, c'est un film aussi bien écrit dans ses blagues. Mm-hmm. Donc c'est vraiment une très bonne réussite. Et c'est touchant aussi un petit peu. Cette histoire, notamment dans la 2e histoire de ce renard avec ses poussins, c'est un peu touchant. Ouais. C'est aussi très absurde, un renard qui élève des poussins, au final. Oui, c'est vrai. J'avais vu une review Etherbox qui disait que Poussin était plus drôle que 90% des humoristes aujourd'hui. Oui. Donc, voilà. Non, mais vraiment, c'est particulièrement drôle, sans en plus tomber dans la parodie, sans tomber dans la vulgarité. Et c'est vraiment pour toute la famille, c'est vraiment des très bonnes vannes qui marchent par le rythme, qui marchent par l'animation, par ces expressions de ces personnages et par les voix. Les voix françaises sont excellentes. C'est des doubleurs un peu connus ou... Pas du tout, j'allais y venir. Et, moi, je les connais pas vraiment. Je crois que celui qui est vraiment très connu, c'est celui qui double Cochon. Et il y a Boris Relinger, qui est un acteur très connu français qui double le loup. Ok. Et en grand doubleur très connu, il y a Christophe Lemoine, mais qui fait un tout petit rôle. Donc pour ceux qui ne savent pas, Christophe Lemoine, c'est Eric Cartman dans South Park. Et donc voilà, les voix marchent particulièrement bien. Je sais pas, il le joue, quoi, vraiment. Et y a peu de films qui me font rentrer dans l'enfance, qui me font vraiment retrouver mon enfance. Et celui-là, il a réussi, alors que c'est un film récent. Il a réussi J'avais 5 ans de nouveau en voyant le film, quoi. Ouais, et ça, c'est très fort, c'est vraiment fabuleux. Ce que j'allais dire, c'est que ça a l'air de vraiment ressortir ton côté enfantin, mais dans le bon sens du terme, quoi. Oui, complètement. T'as l'impression, la Madeleine de Proust, un en tout cas, c'est vraiment ce que ça donne. Une Madeleine de Proust, du coup, qui est récente. Enfin, je vois. Ouais, du coup, c'est genre le film classique pour toute la famille qui marche bien, quoi. Ouais, qui marche bien, qui est intelligent, qui prend pas les enfants pour des cons. Ça, c'est très important. Ouais. Je trouve qu'il y a souvent des films d'animation qui prennent les enfants pour des débiles. Et celui-là, pas du tout, quoi. Ok. Donc, c'est assez génial. J'ai pas grand-chose de plus à dire. C'est un petit risque que je prends aussi à proposer un film enfantin. Surtout face, du coup, à 2 films après, il en faut, adultes. Hein. Mais voilà, il en faut. Je voulais absolument aussi parler de ce film parce que on arrive aussi à une période familiale, de fête, et donc voilà. Ok.
Bah écoute, Pauline. Ouais, moi, le film parle de drogue, de genre de trucs horribles. C'est aussi familial. C'est pour toute la famille. Donc la transition est difficile. Mais non, moi, je vais pas être très longue. En fait, je trouve que c'est une technique qu'on voit assez peu. C'est une utilisation originale. C'est un film qui est un peu fou. Voilà, faut réussir à se laisser embarquer. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment il y a un apport de cette technique par rapport à ce que veut dire le film qui va te faire ressentir des choses en plus sur le côté un peu perdu du personnage, un peu flottant de l'histoire. Il y a plein de rebondissements. Si vous aimez bien les films à rebondissements, des choses que, je ne sais pas, Frigo voit souvent arriver les choses de loin, donc peut-être qu'il verra tout arriver, mais il y a un peu des twists. Et il y a une super bande originale, et notamment en grande partie, il y a des musiques de Radiohead et une musique de Thom Yorke, et qui sont, personnellement, Radiohead, c'est un groupe que j'aime beaucoup, donc ça passe plutôt très bien là-dedans. Et les acteurs, et ben justement, c'est top parce que c'est quelque chose qui est quand même très inhabituel de juger une performance d'acteur mais animée, c'est assez drôle, et je pense que eux, ça leur permet de faire des choses qui se permettraient pas de faire sur de la prise de vue uniquement, parce qu'ils savent que les mouvements vont être, tout à l'heure Louis il parlait de mouvements théâtraux, là je sais pas si j'aurais décrit ça comme ça, mais je pense que du coup ils ont offert une plus grande liberté à leur corps en sachant que la technique d'animation apporterait une nouvelle chose à ces mouvements. Et je sais par exemple que Robert Downey Jr., qui du coup joue un des personnages du film, c'est lui qui voulait absolument participer au projet. Quand il a su que Linklater faisait ce projet avec Keanu Reeves en plus, il avait très envie de travailler avec Keanu Reeves. Et lui, dans le film, il est vraiment en full roue libre, mais un peu tous, hein, même Woody Harrelson aussi. Et je pense que ça doit être une très bonne expérience d'acteur, en fait, de faire ce genre de choses, en sachant t'as un peu la sécurité de te dire si j'ai l'air ridicule, avec l'animation, ça passera mieux. Bah, carrément. Et voilà, en fait, j'ai pas beaucoup d'autres arguments. C'était pour ça que tout à l'heure tu disais que ça permettait d'avoir des gros castings, du coup, ce genre de film? Non, c'était surtout pour dire que sur l'animation, parfois t'as des gros castings à la voix, mais là, le fait qu'on les reconnaisse, que vraiment, en fait, c'est Keanu Reeves mais dessiné, tu vois, ça fait que je pense ils ont pris un gros casting dans le sens où, entre guillemets, ils les payent pas pour rien parce que le spectateur va reconnaître tous ces grands acteurs. D'accord, ok. Et t'aurais moyen de le résumer vite fait ou... Je dirais film un peu barré, introspectif, qui questionne la place d'une personne dans un monde qui va mal. Ok, ça me semble bien. Ouais, non, et toi, Deka? Bon, alors... Donc tout à l'heure, je disais que le film, c'était à l'initiative du coup de Dorota Kobila. En fait, il faut savoir que du coup, elle a découvert... donc elle est peintre aussi. Donc elle est peintre et du coup réalisatrice de film. Et elle a découvert Van Gogh et ses lettres. Donc elle a beaucoup lu les lettres de Van Gogh et donc ses œuvres dans une période de sa vie où ça allait vraiment pas bien, on va dire. Tu vois, c'était pas la folie. Et donc, en fait, des fois, tu regardes des films et tu sens vraiment qu'il y a quelque chose de très personnel et qu'il y a une vraie passion dans le film, tu vois. En mode, ce film-là, c'est le film de ma vie et si je le fais pas, je ferai rien d'autre, en fait. Et ça, tu le ressens vraiment dans ce film. Enfin, je veux dire, de ce que j'ai dit tout à l'heure, t'imagines bien. Mais il y a vraiment ce côté, tu sens qu'on est face à quelque chose de gens qui sont en train de te proposer quelque chose qu'ils aiment vraiment de tout leur cœur, tu vois. Et que c'est une passion infinie. Et ça se ressent dans le film. Et quand tu regardes un film où il y a autant de passion, autant d'amour pour ce qui est traité, déjà, ça touche. Une grosse valeur ajoutée. Voilà, il y a des films qui sont super, mais bon, tu te dis, c'est pas l'œuvre d'une vie de quelqu'un où vraiment il a mis toute son âme dedans, quoi. Et là, pour le coup, c'est ça, tu vois. Il y a vraiment une envie de faire connaître Van Gogh et tout, et moi qui connaissais pas grand chose de Van Gogh et qui avait même ce côté un peu edgy de dire Van Gogh c'est bon, je m'en fous. Enfin, tu vois, maintenant c'est bon, dans mes fonds d'écran de mon portable il y a des trucs de Van Gogh, tu vois. Ah ouais, carrément. Parce que sur tous les films t'as envie de tout apprendre sur Van Gogh, tu vois. Donc voilà, ça c'est le premier truc, c'est vraiment la passion, le cœur que tu retrouves dans ce film, quoi. Après la technique et la prouesse technique que c'est. Ouais. Bon, j'ai pas besoin d'en dire plus, j'en ai bien assez parlé tout à l'heure. Et puis après, il y a l'ensemble. Moi, je trouve que le scénario est un peu plus simple. Il y a des gens qui trouvent ça un peu chiant et qui se disent en fait, c'est rattrapé par la technique, mais en fait, ce qu'on nous dit, en fait, c'est un peu chiant. Mais moi, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment ce mélange entre
quelque chose d'assez brutal, parce qu'on parle quand même de la mort de quelqu'un qui s'est peut-être suicidé, ou en fait, on sait pas trop, et tu vois, les gens nous disent un peu, on entend tout et son contraire. Donc c'est ultra brutal. Il y a quand même, c'est ultra doux, parce que t'as de la musique qui accompagne ça. Pour moi, elle fait un taf énorme. Enfin, sans la musique, le film, c'est même pas un quart de ce que c'est, tu vois. Il rajoute vraiment un mood qui est incroyable. Donc il y a un côté très doux, très poétique. En fait, du coup, on suit les lettres de Van Gogh, et si le film, je pense, s'appelle Loving Vincent, c'est que Van Gogh signait ses lettres en disant Your Loving Vincent. Tu vois. Ok, d'accord. Donc ton Vincent d'amour, un truc comme ça, tu vois. Et donc c'est pour ça. Et donc il y a un côté très poétique qui contraste avec ce côté très brutal, mais en même temps tu as aussi un truc très mélancolique, parce que on parle quand même de quelqu'un qui bon voilà, Van Gogh c'est quand même quelqu'un qui avait quand même un pet au casque quand même, tu vois. Oui. Ou alors je sais pas si c'était de la dépression, une certaine folie, de la mélancolie. Il y a un peu, voilà, on est quand même sur quelque chose qui est très fort. Ouais. Donc je pense que le combo des trois, donc la passion, le cœur que tu ressens dans l'œuvre, la technique et la prouesse, et puis ce mélange qui en fait quelque chose de doux, de très beau, qui te prend vraiment, tu vois. Voilà, pour moi c'est pour ça qu'il va gagner, quoi. Ouais, ça me semble clair. Par contre, juste, tu me permets de rebondir juste sur un truc, mais c'est vrai que Enfin, je trouve que le son, en vrai, au cinéma, pour beaucoup de films, est sous-coté. Et que, à certains moments, en fait, les films deviennent, je vais pas dire désastreux ou nuls, mais en fait, il y a juste pas d'effort sur le son. Du coup, ton film reste ok. Ouais. Je prends l'exemple du premier film que tu m'avais proposé, Louis. Jacob's Ladder. Jacob's Ladder. Ouais. Et le son, je le trouvais catastrophique. Et ça m'a, à des moments, rebuté, parce que, genre, t'as des bruits d'explosion, t'as l'impression le mec qui claque une porte. Et je trouve après, c'est peut-être l'époque. Ouais, mais tu t'es bien rattrapé avec Hunger. Ouais, mais je veux dire, je trouve ça, tu vois, quand même, à des moments, tu vois, là, tu disais que, genre, sans le son, le film, il serait pas ce qu'il serait. Je pense qu'il y a quand même, à des moments, genre, pas mal de trucs qui passent par là. Et je voulais juste le dire, parce que tu permets de soulever ce point. Ouais, mais pourtant, là, c'est très simple. C'est-à-dire qu'il y a juste la BO, du coup, qui a été assez reconnue et qui est sortie, voilà, en DVD, enfin, pas en DVD, mais en CD et tout, et qui a pas mal fonctionné. C'est juste des petites musiques, mais qui arrivent à te retranscrire l'ambiance super bien. Et puis après, tu vas avoir les dialogues, et comme ils sont dans la campagne, tu entends, voilà, les petits oiseaux, le bruit de la campagne et tout, et ça te met dans un mood qui va bien, quoi. Donc c'est pas, tu vois, le travail du son est pas, je pense pas qu'il soit genre vraiment oufissime, mais juste il se prête tellement bien au reste, il accompagne tellement bien que bah voilà, ça marche très bien. C'est comme dans les films du vieil Hollywood où t'entends pas la musique, mais elle fait quasiment tout. Je veux bien le croire, je suis très nul en vieil Hollywood. D'ailleurs, il y aura sûrement un épisode qui sortira bientôt sur le sujet, on tease un petit peu. Écoutez, ouais, vas-y. Si je peux dire, en vrai, là, honnêtement, c'est compliqué. Enfin, en fait, je pense que le film de Pauline, là, pour le coup, m'intéresse plus. Parce qu'il y a quand même l'idée de trip qui a l'air d'être super intéressante. Après, il y a le tien. Moi, je suis un peu porté par ma deuxième ronde aussi. Et après, j'ai pas de famille, donc... Non, après, ouais, je suis... comment dire ? Non, c'est pas... Enfin, la période de fête m'influence très peu, donc du coup... Voilà, quoi, on va dire. Oui, c'est mon jugement personnel. On va pas donner le thème du prochain épisode, même si j'imagine que si vous êtes un petit peu juste fut quoi, vous pouvez vous en douter. Oui. Mais je pense que ça va pas être une partie de plaisir pour toi le prochain épisode. Je pense que ça va être marrant. Ouais. On verra bien. Bon, écoutez, je pense qu'on a fini pour les rounds. Ouais, à part si vous avez quelque chose à rajouter. Non. Moi, non, je me doutais bien du résultat. Mais après, ça veut rien dire. Mais ça veut rien dire. Vraiment, le visionnage du film, carrément. C'est sûr que c'est plus compliqué de vendre un film qui est un peu plus simple que un truc qui est une œuvre qui a été fait sur 6 ans. Voilà, mais ça veut pas dire qu'à la fin, mais bien sûr, ton film va pas gagner. Donc, bien sûr. Si en vrai, j'aurais un truc à dire qu'on dit pas assez, c'est d'aller voir Monsieur Ludovic. Ouais, c'est vrai. Je pense à chaque épisode. Non, mais il a raison. Et d'ailleurs, le travail du son dans Monsieur Ludovic, il est exceptionnel. Exceptionnel, surtout sur ses répliques, des fois un peu qui partent en drift, tu vois. C'est incroyable. Ouais, non, mais c'est ça. Et puis quand même, il a chopé l'Oscar face à plein d'autres films. Donc, oui, voilà. C'est le banger de ces années, quoi. Ouais, non, c'est Bon, écoutez, on va conclure gentiment cet épisode. Avec, bien sûr, le rappel des réseaux sociaux, etc. Tout le tralali, le tralala. Alors déjà, moi je peux vous dire que vous pouvez nous retrouver sur Instagram et Twitter sur Studio7Pod, c'est @Studio7Pod, donc voilà, donc Twitter et Instagram. Sur Letterboxd Studio 7, j'aimerais bien qu'on puisse changer et mettre Studio7Pod aussi sur ça ira plus vite, mais le problème c'est qu'il faut payer l'abonnement en pro.
pour pouvoir changer le mot de passe. Donc un jour peut-être, mais en attendant c'est Studio 7. Donc voilà, puis sinon si vous allez sur Twitter ou sur Insta, il y a notre Linktree donc, qui répertorie tous nos liens sur lesquels vous pouvez nous trouver. Et écoutez. Bien sûr. Au passage. Le podcast donc, est lié à l'association Super Seven, dont la présidente est autour de cette table. C'est Pauline, Attention. donc je te laisse faire le petit speech habituel sur l'association. Ouais, Super Seven, association de cinéphiles, on fait plein de trucs. Je vous avoue, vraiment, il y a 10 000 projets en ce moment. Donc, vous pouvez nous suivre sur Twitter, c'est Super7FR, sur Instagram, super7.fr. Et on est aussi sur Facebook, je crois, si vous tapez Asso Super 7, vous devriez pouvoir nous trouver. Là, prochainement, on a un ciné-club qui est prévu à Paris le 16 décembre pour Les Évadés de l'espace, qui est une sortie Blu-ray de Carlotta, dont on va proposer une séance unique en France. Faut que j'aille sur Paris pour le voir. Hein. Voilà. Et après, il y a plein de dingueries qui arrivent. Dans l'année 2023, on fait des films en ce moment, beaucoup. Et puis pour le podcast aussi, j'espère qu'on va encore proposer plein de trucs de fous. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous suivre pour avoir toutes les nouvelles. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez adhérer à l'association. Tout à fait. Et acheter des chaussettes. Il y en a vraiment presque plus. Genre, il doit en rester 2 paires. Ok, alors donc 10 € pour adhérer, 1 € en plus pour une paire de chaussettes. Attention, il en reste 2. Ouais. Donc bougez-vous. Et oui, effectivement, et l'adhésion, en gros, elle vous donne accès à une newsletter déjà tous les mois qui récapitule un peu nos infos. C'est quoi avec l'adhésion ? À l'adhésion ou les gens qui ont acheté le magazine. En gros, les gens qui nous soutiennent d'une manière ou d'une autre, ils reçoivent une newsletter qui donne toutes nos nouvelles. Si jamais vous n'êtes pas trop réseaux sociaux, que vous passez à côté de trucs et tout, ça condense tout une fois par mois. Ça parle de nos futurs projets. Et puis, ça vous permet de vous investir auprès de nous si vous avez envie derrière. Et puis, de nous soutenir parce que c'est quand même le plus important. On rappelle qu'on est une asso faite uniquement de bénévoles. Donc voilà. Pour l'asso, du coup, je crois qu'on a tout dit. Je pense. Écoutez, une petite demande, encore une fois, c'est un petit peu chiant de le demander, mais c'est important. N'hésitez pas, si vous nous écoutez sur Spotify ou sur Apple Podcasts, à mettre une note, si c'est au-dessus de 4, évidemment. Et puis, si vous aimez bien nous écouter, n'hésitez pas aussi à conseiller à des gens, ça fait toujours plaisir. Ouais. C'est encore le début pour nous, donc n'hésitez pas important. À faire des retours. Oui, bien sûr, toute critique est bonne à prendre. Et interagir avec nous sur les réseaux, parce qu'on les donne pas pour rien, et puis voilà. Et en plus on est hyper sympa, donc et on est pas mal présents, donc ouais, parce qu'on est toujours prêt à améliorer le podcast d'une manière ou d'une autre, donc n'hésitez pas. On refait un petit tour de table pour redonner gentiment les. Et allez, je prends la main. Comment ça va avec Instagram, comme ça c'est fait, on passe à autre chose. Alors c'est @AL_sim SIIM. Voilà. Et après, c'est @frigobits sur Twitter avec un S à bits. Et c'est des bits, je préfère quand même le dire, c'est BEAT. Mais moi, j'aimais bien ta phrase quand tu disais. Parce qu'il y a plusieurs bits. Ouais, tu dois c'est garder, c'est dommage. Il y a plusieurs bits, ouais. Voilà. Et si je peux me permettre. T'as un Letterboxd quand même. Qui me sert. Bah oui, si, parce que tu vas mettre les notes des films que tu vois dans le podcast. C'est vrai. Tu l'as fait, j'ai vu il y a pas si longtemps, mais il va falloir qu'on te. Oui, non, mais de toute façon, ça se fait en général à chaque sortie d'épisode, je mets les 3 films. Voilà, donc. Voilà, c'est quand même intéressant. Je le connais pas. Du coup, je peux pas. Ah merde. Yes. Du coup, je crois que c'est frigo. Oui, c'est pas impossible. Avec peut-être un tiré du bas à la fin. Non, mais alors pendant que Louis va donner ses comptes, je vais regarder. Oui. Alors moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Instagram et Letterboxd avec le même nom, @loulou-8macduck, tout simplement. Et Pauline, qu'est-ce que c'est Moi sur Twitter, c'est Polynôme. Mais d'ailleurs, j'ai jamais dit aussi, mais c'est genre Polynôme, le prénom Pauline, et à la place du E, vous mettez OME, _8. Sur Instagram, c'est pauline.janon, J-A-2-N-O-N. Non, c'est pas point, c'est underscore. Je commence à fatiguer. Et sur Letterboxd, c'est Melvin Udall, comme le personnage dans Pour le pire et pour le meilleur. Et toi, Deika ? Alors, juste avant, du coup, j'ai retrouvé ton Letterboxd, c'était frigo underscore. Par contre, il serait temps de mettre une photo de profil. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai vu que t'as mis qu'une review sur les films qu'on a tous vus, c'est Via et c'est Mouais.
alors qu'il a gagné. Donc, il va falloir mettre des reviews à tous les autres là. On veut les retours. Normalement, j'ai tout noté et tout. Ouais, mais pas des reviews. Ouais, mais non. On veut les reviews. Même si c'est un mouet, on les veut. C'est très important. Ok. Même si la review la plus belle est celle de Messieurs Ludovic, allez le regarder, magnifique film. Ouais. Voilà. Donc, de mon côté, c'est DK24_ sur Twitter et DK24 sur Letterboxd. C'est tout. Voilà. Écoute, je pense qu'on a tout dit, on a fait le tour. On se retrouve du coup. Ah oui, si. Excusez-moi, c'est long, mais c'est important. N'oubliez pas, d'ici donc mercredi, on vous sollicitera pour savoir quel est le film que vous avez préféré. Donc, petit sondage sur Instagram et Twitter. Vendredi, on va lancer. C'est le vendredi, si je dis pas de. Oui, c'est le vendredi. Voilà, le vendredi, on vous demandera quels sont vos films d'animation que vous auriez conseillés ou dont vous avez envie de parler, pour qu'on puisse faire notre liste Letterboxd, qui est en général, c'est quand même intéressant d'avoir cette liste là. Donc voilà. Et dans une semaine, on retrouve le résultat de Frigo. Ouais. Et dans 2 semaines, le prochain épisode. Donc le 5 décembre, on se retrouve pour le prochain épisode dont on vous donne pas. Non, le 5 décembre, c'est celui-là, c'est aujourd'hui. C'est dans 2 semaines, du coup, le prochain. Oui, c'est dur, mais on y arrive. Mais du coup, voilà. Ça sera du coup le 19 décembre, donc la semaine de Noël. Donc évidemment, je ne vous donne pas le thème, mais je pense que c'est suffisant pour vous en douter. Ouais. Et donc voilà. Et écoutez, au revoir. Et puis à bientôt. Et puis à la prochaine. Voilà. Bisous. Sur les réseaux. Cut.